Voilà, bonjour tout le monde, bonjour à tous pour cette vidéoconférence du 7 février 2023. Le sujet d'aujourd'hui, rançongiciel, des outils de plus en plus perfectionnés, évolution, chaîne d'attaque, protection. Je dirais que le sujet est particulièrement d'actualité compte tenu de ce que nous pouvons lire actuellement dans les médias. J'aimerais rappeler que nous avons des sponsors, on les remercie de toujours nous soutenir en ce début 2023 et de les voir présents dans un certain nombre d'événements que nous organisons soit en virtuel, soit en présentiel dans les semaines et mois à venir. Aujourd'hui, pour l'événement de ce jour, 3 conférenciers. Gabriel Leperlier, directeur associé à Allemande, Karim Lamouri, président Hackers Without Borders ou Hackers sans frontières, et Raoul Diaz, directeur conseil Cyber PME à l'affaire Genève. Notre premier intervenant, Gabriel Leperlier, a travaillé dans l'Air Force française, ensuite pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui en Europe, et puis aujourd'hui, il travaille depuis 2 ans pour le groupe Allemande, et il va nous donner la lecture qui est la sienne au travers de son expérience d'un certain nombre d'années, et je vais sans plus tarder lui donner la parole et le laisser mettre en ligne les documents qu'il désire vous présenter. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez dans la conversation et puis je prendrai les questions ensuite au terme de sa première intervention et on se retrouve tout à l'heure. Alors, bonne présentation et à tout de suite. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Effectivement, j'ai la charge aujourd'hui d'introduire le sujet avant de passer la main aux autres orateurs. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous parler bien entendu des ransomware, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais replacer un peu le contexte, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, mais je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Et ensuite, je vais essayer de la manière la plus didactique possible et vulgariser en fait les différentes étapes d'une attaque par ransomware pour vous montrer en fait finalement que le processus des attaques ransomware est souvent le même et vous montrer un peu toutes ces étapes. Et bien entendu, aborder les sujets de comment se protéger. Parce que il y a quand même des manières de se protéger et il faut pas, enfin, le fait de se faire compromettre par ransomware, ce n'est pas une fatalité, il y a quand même des moyens de se protéger. Et on va finir, bien entendu, par qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on s'est dit ça, se pose la question de la phase du diagnostic. Alors, donc la place du ransomware parmi les menaces cyber. Déjà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire toutes les données qui sont sur ce slide, mais vous voyez ici que le Centre national pour la cybersécurité en Suisse donne quelques statistiques et montre que déjà en 2021, la progression d'attaques par ransomware était quand même phénoménale, plus 65%. On n'a pas encore les chiffres de 2022 parce que nous sommes trop tôt en 2023. Je peux vous donner une information qui sera intéressante quand même, qui vous permettra finalement de lire les prochaines statistiques qui vont sortir. Les premières informations que j'ai remontent qu'en fait, en 2022, si on regarde juste les chiffres, il est probable qu'on voit que les attaques par ransomware ont diminué, d'accord? Et c'est bizarre parce que vous allez me dire, c'est pas l'impression qu'on en a. C'est juste que au moment de lancement de la guerre Russie-Ukraine, les hackers étaient sans doute occupés à autre chose. Et en fait, pendant 2-3 mois, juste après le lancement de la guerre, on a eu comme une sorte de trêve qui fait que pendant quelques mois, c'était très tranquille et on a vu beaucoup moins d'attaques. Mais je vous rassure, enfin je vous rassure ou pas d'ailleurs, les attaques sont reparties de plus belle et on a fini l'année. Et puis ce début d'année 2023 est particulièrement difficile pour bon nombre d'entreprises. Vous voyez que les signalements sont en hausse, le nombre d'attaques quand même est important. Et qu'est-ce qu'il y a d'important aussi dans ce slide? C'est finalement le coût moyen des attaques par ransomware, parce qu'il faut bien mettre des chiffres derrière tout ça. Et on s'est rendu compte que, en tout cas en 2021, le coût moyen d'une attaque par ransomware était de 4,6 millions de dollars. Ce qui veut dire que certaines entreprises en perdent un peu moins, mais certaines beaucoup plus. Et que et sans doute les personnes qui viendront parler après moi vous expliqueront effectivement que dans les coûts de ransomware, il y a beaucoup de choses et pas juste le coût de la rançon. Le coût de la rançon, c'est qu'une
c'est qu'une infime partie finalement du coût d'un ransomware, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à mettre en place. Et je vous l'ai mis en rouge avec un gros point d'exclamation pour vous rendre compte pourquoi est-ce que toutes nos sociétés sont attaquées, pourquoi est-ce que les ransomware prennent de plus en plus de place dans l'actualité. C'est parce que c'est très lucratif, tout simplement, et que finalement, il vaut mieux pour un groupe de cybercriminels, il vaut mieux se mettre à faire des attaques ransomware plutôt que faire des trafics de cocaïne, de marijuana ou d'héroïne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Interpol. Donc, vous voyez que si on met tout ça bout à bout, finalement, des attaques qui sont de plus en plus virulentes et complexes, mais qui peuvent rapporter gros, et ça motive assez les groupes d'attaquants pour le faire, tout simplement, et pour paralyser de nombreux nombres d'entreprises. Ce que je voulais aussi, je voulais mettre aussi le point sur on va dire sur une spécificité de l'attaque ransomware, c'est que pendant de très nombreuses années, on expliquait, quand on faisait de la cybersécurité, on expliquait à nos clients que vous pouvez avoir différents types d'attaques. Vous pouvez avoir des attaques qui sont simplement des attaques de type espionnage. Pourquoi? Parce que vous avez un concurrent ou un pays concurrent qui cherchent à obtenir des secrets de fabrication, des secrets de recherche et développement. Vous pouvez aussi avoir des attaques qui sont du sabotage. Un peu toujours dans la même idée, on sabote votre travail pour toujours favoriser un concurrent étranger dans notre pays. Et puis, vous avez des attaques qui étaient simplement là pour voler des données. Par exemple, voler des données de cartes bancaires, parce qu'on sait que sur le marché noir, les données de cartes bancaires ont une grosse valeur. Et on avait comme ça d'autres types d'attaques, comme les attaques d'extorsion ou des attaques faites par des robots, des bots, qui allaient paralyser votre système d'information. Ce qui est intéressant avec le ransomware, c'est que c'est un tout en un. C'est-à-dire que finalement, maintenant, les attaques ransomware ne sont pas juste une attaque, ce ne sont pas juste des attaques qui visent juste à paralyser votre système d'information. La plupart du temps, maintenant, les groupes d'attaquants qui mettent en place ce genre d'attaque, ils veulent non seulement vous paralyser, mais ils veulent aussi voler les données. Ils veulent aussi ensuite, après, vous faire du chantage pour que vous puissiez récupérer l'accès à vos données, pour que vous payiez aussi parce que vous allez vouloir éviter qu'on divulgue ces données sur la place publique, etc., etc. C'est ce qu'on appelle finalement des attaques à plusieurs étages. Ça commence par juste vous paralyser, mais ensuite, après, on vous fait chanter, etc., etc. Et donc, pour résumer, l'attaque ransomware qu'elle est terrible parce qu'elle finalement, elle synthétise toutes ces attaques en un seul. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils ont ces données, ça va servir peut-être à d'autres sociétés pour l'espionnage. Vu qu'ils vous ont paralysé, c'est du sabotage. Ils vont aussi voler les données, c'est d'extorsion de fonds, etc., etc. Donc, vous voyez, une attaque finalement tout en un qui fait en fait finalement son caractère un peu très intéressant pour les groupes d'attaquants, qui sont la plupart du temps forcément des groupes mafieux qui font ça, comme je l'ai dit, pour gagner de l'argent. On a même entendu l'année dernière qu'un groupe affilié à la mafia italienne, à la Cosa Nostra, en gros, l'information, c'était que même des groupes de mafieux italiens qui étaient très traditionnels, grand banditisme, avaient monté comme ça leur filiale cybersécurité, enfin, pas cybersécurité pour le coup, cyberattaque avec des groupes d'attaquants. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on sait que c'est très lucratif pour eux, comment se passe une attaque ransomware? Déjà, la première chose, vous voyez, on a synthétisé là très rapidement et de manière très simple votre système d'information, là où sont vos données, vos sauvegardes et vos différents assets, et bien entendu le petit nuage qui est Internet ou vos fournisseurs. Ça, c'est la situation de départ. Comment une attaque ransomware commence? Eh bien, elle commence tout le temps par de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que ils doivent d'abord se rendre compte de comment qui vous êtes, combien d'adresses IP vous avez. Ils vont aller chercher dans le détail votre organigramme, qui est important dans votre société, qui sont peut-être les gens qui travaillent dans votre équipe informatique, qui sont les gens qui travaillent à la comptabilité, qui sont les patrons de la boîte. Ils vont chercher comme ça toutes les informations nécessaires. C'est pour ça qu'en fait, on dit que cette phase de reconnaissance, finalement, elle est très importante pour eux parce qu'ils vont comme ça décider
de qui seront les cibles et ils vont essayer de savoir finalement où est-ce qu'ils vont devoir attaquer. Et cette phase, en fait, il y a des fois, on a des sociétés, je vous montrerai tout à l'heure dans les moyens de se défendre, qui détectent les attaques dès la phase de reconnaissance. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait cette phase de reconnaissance, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont mettre en pratique là où ils ont détecté des vulnérabilités. Alors, vous avez tous, j'espère, entendu parler du phishing, hein, c'est donc ces attaques qui viennent par de l'email, où on essaye finalement de vous faire cliquer sur un lien, de faire cliquer sur une pièce jointe comme un PDF. La plupart du temps, 33%, donc une attaque sur 3 commence par ça, d'accord, un phishing. Mais il est possible que leur phishing n'ait pas fonctionné. Et des fois, ils n'ont même pas besoin finalement de se rendre visible par l'envoi d'un mail, parce que finalement, envoyer un mail du phishing, c'est aussi, s'il a été détecté, c'est la preuve d'une attaque. Des fois, ils n'ont même pas besoin de faire ça, ils exploitent une vulnérabilité de votre système d'information, c'est-à-dire typiquement un équipement qui est visible depuis Internet et qui n'est pas patché, qui n'a pas les derniers patchs de sécurité et qui, de fait, est vulnérable. Vous pouvez carrément avoir aussi des sociétés qui ouvrent des portes. Autant on peut dire qu'une vulnérabilité sur un serveur, on pourrait, si on voulait utiliser une image, on pourrait dire que c'est une vitre un peu fragile et avec déjà toute craquelée, il suffit de taper un petit coup et ça casse. Autant un port réseau ouvert sur Internet, c'est carrément la fenêtre qui est ouverte et l'attaquant qui peut directement rentrer par cette porte sans autre difficulté. Et bien entendu, s'ils n'ont pas réussi à exploiter ces 3 faiblesses les principales, ils vont pouvoir essayer de rentrer par autre chose, typiquement un Wi-Fi mal configuré ou facilement attaquable, un VPN, le VPN étant un outil de sécurité, hein, on essaie de monter un tunnel de sorte que les informations qui circulent dans ce tunnel ne sont pas facilement interceptables par l'ennemi. Et bien, des fois, la vulnérabilité se situe même dans ce système de protection qu'est le VPN et ils peuvent du coup l'exploiter et rentrer dans le système d'information. Du coup, maintenant qu'ils sont dans votre système d'information, ils peuvent arriver à peu près n'importe où. J'entends par là que la plupart du temps, ils arrivent dans un endroit qui n'est pas forcément très sécurisé. La preuve, ils sont rentrés. Et en plus, ils peuvent arriver vraiment n'importe où. C'est-à-dire que si jamais ils ont utilisé du phishing, ça va dépendre de qui a cliqué sur le lien. Et donc, ils peuvent très bien arriver sur le PC on va dire, de l'hôtesse d'accueil ou sur le PC de quelqu'un à la comptabilité ou sur le PC de quelqu'un à la finance ou sur le PC d'un simple employé qui travaille, je sais pas moi, au service informatique, ce serait forcément bien pour eux. L'important, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés chez vous, ils vont essayer comme ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements latéraux, ils vont essayer de se propager et d'aller d'une zone à une autre. Parce que, comme je l'ai dit, ils vont peut-être pas forcément arriver dans un endroit intéressant pour eux. Alors, ils vont devoir faire des mouvements latéraux, aller d'une zone à une autre. Ils vont devoir essayer aussi d'élever leurs privilèges. Pourquoi? Parce que peut-être que, comme je vous ai donné l'exemple on va dire, imaginons qu'ils sont arrivés sur un PC qui est juste à l'accueil du bâtiment, eh bien, ce PC n'a pas forcément beaucoup de droits, mais en faisant une élévation de privilèges, ils vont peut-être arriver à être administrateurs de ce PC, où ils vont peut-être essayer par rebond d'aller vers des équipements plus intéressants. Donc, comme je vous ai dit, cette partie est très importante parce qu'ils peuvent mettre du temps en fait à trouver comment se propager, faire les mouvements latéraux et escalader leurs privilèges. Enfin, une fois qu'ils ont réussi à faire ça, et qu'ils ont réussi un peu à se propager sur votre réseau, à bouger de réseau en réseau, d'augmenter leurs privilèges, la première chose qu'ils vont chercher à faire, avant même de chercher vos données, ils vont essayer de trouver vos sauvegardes. Pourquoi? Parce que, bien entendu, vous vous doutez bien qu'ils ne pourront pas vous demander de rançon si, en même pas 5 minutes, vous allez pouvoir, en quelques heures, vous allez pouvoir restaurer vos sauvegardes et leur dire non, on ne vous paye pas la rançon parce qu'on a tout restauré, au revoir. Donc, ils vont vraiment chercher où sont vos sauvegardes et ils vont prendre le temps qu'il faut pour être sûr qu'au moment où ils vont appuyer sur le bouton, vos sauvegardes seront aussi paralysées et que vous ne pourrez pas vous en servir. C'est pour ça dans la partie protection, j'en parlerai tout à l'heure, il y a des choses à faire sur cette partie sauvegarde.
enfin, une fois qu'ils sont sûrs d'avoir mis la main sur vos sauvegardes, ils vont enfin s'attacher à chercher vos données, et donc ils vont chercher comme ça toutes les données qui sont intéressantes pour eux. Et bien entendu, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attaque ransomware, qui est en fait finalement une attaque qui en comprend plusieurs. Et ben, ils vont chercher les données qui sont intéressantes pour eux, les exfiltrer bien entendu, et de les avoir. Et ensuite, ils vont, comme ils auront trouvé les données qui sont importantes pour vous, ils vont chercher à les chiffrer, et comme ça, vous serez pieds et poings liés. Donc, vous avez vu une attaque en plus. Je ne vous entends pas. Votre micro, il est coupé. Je n'entends plus. Ah, désolé. Là, vous m'entendez de nouveau? J'ai peut-être fait une fausse manip. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, Oui, désolé. maintenant c'est bon de nouveau. Ouais. Oui, désolé, Il y a une j'ai dû mal cliquer. Donc, vous voyez, Par contre, cette on phase. voit plus votre écran hein, non plus, le slide. Enfin, il est tout petit. Ah, Moi, C'est votre attendez. visage qu'on voit en grand maintenant. Pardon. D'accord, ça marche. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager. Ce sera peut-être mieux. Est-ce que là, vous voyez de nouveau? Ouais, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc voilà, je reprends rapidement. Reconnaissance, intrusion, trouver un moyen de rentrer. Une fois qu'on est rentré, on se propage, on essaie d'évaluer ses privilèges. On cherche bien entendu d'abord les backups. Et une fois qu'on a trouvé les sauvegardes, on va vers la donnée et on la chiffre. Alors vous allez me dire maintenant, bah, comment on se protège? Eh bien, l'idée est en fait d'essayer de trouver finalement comment ralentir l'attaquant et ou le détecter à chaque phase en fait. Se mettre des moyens de détecter quand quelqu'un s'intéresse à vous. Peut-être que vous aurez mis en place par exemple des choses pour chercher sur le dark web, et quand un attaquant indique je cherche des données sur telle ou telle société, ben vous allez être alerté, vous saurez qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans la phase de reconnaissance et qui s'intéresse à vous. Peut-être que vous allez justement faire en sorte à chaque étape, de trouver les moyens de se défendre. Et bien entendu, la deuxième, c'est-à-dire chercher à protéger et à éviter chaque étape, mais bien entendu, mettre en place des choses pour se protéger dans la profondeur, c'est-à-dire ne pas juste une bonne image, ce serait juste de dire on va pas juste mettre un mur, on va mettre plusieurs murs un après les autres, de sorte que même si on passe le premier, on aura du mal à aller plus loin. Donc, la phase de reconnaissance, connaître bien sûr les risques liés aux données publiques. Je vous ai dit, hein, les hackers commencent toujours par ça, ils cherchent des informations sur vous. Alors, bah, vous pouvez faire pareil, chercher des informations sur vous, mettez-vous dans la place du hacker et en dehors de votre système d'information, cherchez des informations sur vous et vous regardez ce qu'il trouve. S'il trouve des informations trop confidentielles, c'est que ben, vous êtes trop ouvert sur l'Internet, pas assez précautionneux dans la protection de l'information, et vous laissez transparaître un peu trop de choses vues depuis Internet. Et il y a des outils comme ça hein, qui servent à justement, on va dire, définir votre empreinte vue depuis Internet, des outils de notation cyber vus de l'extérieur, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent qui vous permettent en fait finalement de se mettre dans la peau de l'attaquant qui vous regarde depuis l'extérieur. Ensuite, bien entendu, chercher à limiter les intrusions, c'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure des services exposés sur Internet, fermer les portes, fermer les fenêtres, sensibiliser les collaborateurs afin qu'ils ne cliquent pas ou qui n'ouvrent pas des portes trop facilement. Et bien entendu, ensuite, mettre des outils quand même. Hein. On dit que l'humain, c'est quasiment la personne la plus importante dans la défense d'un système d'information, mais il faut quand même avoir un peu d'outillage pour se protéger. On parle des antivirus, maintenant on parle plus de DR, etc. Mais il faut quand même avoir des outils. Et bien entendu, mettre des sondes, des choses qui vont faire qu'on va détecter des choses qui sont un peu particulières, détecter les intrusions. Je vous ai dit tout à l'heure que l'attaquant allait souvent essayer de faire des mouvements latéraux. Ben, il faut être capable de le détecter et de se dire, là c'est bizarre, j'ai par exemple mon imprimante qui fait un scan de mon réseau et mon imprimante est en train d'attaquer mon système de caméra. Une imprimante qui attaque le système de caméra, ce n'est pas un comportement normal, ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose qui se passe, quoi. Mais encore faut-il être capable de détecter ce genre de choses. Et ensuite, bien entendu,
protéger ses comptes à privilèges. On parle de finalement une des premières choses que va faire l'attaquant, c'est attaquer votre système d'annuaire. Ça peut être Microsoft Active Directory par exemple. Eh bien, c'est sûr que s'il arrive à mettre la main sur le Graal, qui est le système d'annuaire, celui qui gère tous les accès, etc., ben après, forcément, c'est plus facile pour lui. Et donc, il y a toute une phase de protection et de durcissement de ces comptes à privilèges qu'il faudra faire. Et bien entendu, mettre de la traçabilité, savoir qui fait quoi et détecter des actions malveillantes. Et bien sûr, limiter l'accès aux composants critiques. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure qu'ils allaient faire des mouvements latéraux. On arrive quand même des fois encore chez des clients où il n'y a pas de segmentation entre les différentes on va dire, parties du réseau, de sorte que si le réseau est à plat et qu'il n'y a pas de segmentation, ben, ils n'ont même pas de mouvement latéral à faire, ils ont directement accès à tout. Donc, il faut quand même essayer de compartimenter un peu son réseau et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, peut-être faire une zone particulièrement plus sécurisée pour les données très sensibles et des zones un peu moins sécurisées pour les données qui le sont moins, mais en tout cas, segmenter un peu le réseau pour éviter les mouvements latéraux. Et bien entendu, on parlait tout à l'heure des données, c'est aussi important parce que il faut, je disais que tout à l'heure, les hackers allaient chercher en fait finalement à aller chercher en fait vos données qui sont importantes. Déjà, la première chose, c'est que vous soyez vous-même au courant de quelles sont les données sensibles chez vous, les cartographier, qu'est-ce que j'ai comme données importantes, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui serait critique si jamais je venais à perdre ces données. Et ben, ce travail que le hacker va faire, il faut que vous fassiez vous en avance de phase, de sorte que vous allez dire, bon ben, moi, ces données de R&D, ben, je sais pas, imaginons que vous soyez une société d'un groupe pharmaceutique, et ben, les données de recherche sur les prochains médicaments, on suppose que quand même c'est quelque chose de très important pour vous, et ben, vous allez peut-être les mettre justement dans une zone la plus sécurisée possible et donner un accès qui sera le plus restreint possible à ces données. De sorte que voilà, vous n'allez peut-être pas mettre le même niveau de protection pour ces données que pour les données je sais pas, d'un inventaire des feuilles de papier de l'imprimante. Et enfin, on a parlé des sauvegardes. Je vous ai dit, les hackers, sauf s'ils détectent que vous allez bientôt que vous êtes sur leur trace en fait. Tant qu'ils pensent qu'ils sont dans une zone de confiance et que vous n'avez pas de moyen de les détecter, en tout cas qu'ils n'ont pas vu de signes comme quoi vous les avez détectés, ils vont prendre leur temps, ils vont chercher méthodiquement tous les types de sauvegardes, ils vont chercher à les détruire, en tout cas à être capable de les détruire. Donc, tout ça pour dire que vous devez faire en sorte justement que même si on compromet une partie de vos systèmes d'information, ce ne soit pas trivial finalement d'accéder à vos sauvegardes. Peut-être que vous allez même mettre des sauvegardes qui sont hors ligne. C'est-à-dire que si vous sortez vous savez, il y a de nombreuses années, on faisait des sauvegardes, ce qu'on appelle sur bande. Ces sauvegardes sur bande sont progressivement disparues. Et ben, on se rend compte maintenant que ces sauvegardes hors site sur bande, et c'est peut-être encore une des meilleures moyens de se protéger contre les hackers. Pourquoi? Parce que le hacker ne pourra pas aller dans un coffre, récupérer votre bande de sauvegarde. Donc voilà, là, je vous en ai cité qu'un, il y a plusieurs, bien sûr, moyens plus techniques de se protéger, mais l'idée, c'est vraiment se poser la question de comment je protège mes sauvegardes. Aussi, point très important, au moment où, et si jamais, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si jamais un jour ça vous arrive, une attaque ransomware, même si vous avez des sauvegardes, il se posera d'abord la première question, c'est de savoir quand est-ce qu'a eu lieu l'intrusion. Et imaginons que l'intrusion ait eu lieu il y a 6 mois et que vous n'ayez que 3 mois de sauvegarde. Eh bien, si vous restaurez vos sauvegardes qui datent de 3 mois, vous allez sans doute restaurer un système où l'attaquant était déjà présent. Et donc, ça ne va pas vous avancer de beaucoup puisque vous allez restaurer l'attaquant. Il aura de nouveau accès à toutes vos données. Donc, c'est aussi important de se poser la question de combien de temps de sauvegarde je garde parce que voilà, si un jour ça arrive, il va falloir restaurer des sauvegardes où l'attaquant n'était pas encore dans votre système d'information. Voilà, je suis allé très très vite. Maintenant, je voulais vous parler un peu juste en 2 minutes avant de clôturer, on va dire, vous allez me demander, oui, mais c'est bien tout ça, tous ces conseils, mais concrètement, je fais quoi? Eh bien, concrètement, je fais quoi? Je peux me baser sur des standards de sécurité qui existent. Bon, là, je vous en ai pris un parmi tant d'autres, le NIST, avec leur Cyber Security Framework version 1.1. Il y en a d'autres, des standards de sécurité.
l'important est d'en prendre un, on va dire, reconnu, que vous maîtrisez et que vous allez être capable comme ça de mettre en place de manière systématique, en priorisant bien entendu les choses qui sont plus importantes pour vous, mais n'essayez pas juste de bricoler et d'essayer de faire on va dire, de mettre en place des choses un peu au hasard, parce que vous allez forcément oublier des aspects de la cybersécurité. Du coup, c'est une bonne pratique de s'appuyer sur un standard, de sorte d'être sûr finalement de ne rien oublier, le NIST étant le framework du NIST étant une des options qui existent. Et bien sûr, je voulais terminer juste par ça. Pourquoi? Parce que on a toujours dans la même idée de je commence par quoi? Eh ben, notre idée, en tout cas chez Almond, c'est de commencer par un diagnostic, c'est-à-dire plutôt que de foncer et de se dire je vais acheter le dernier EDR à la mode, ou je vais changer tous mes pare-feux parce qu'ils sont trop vieillissants, plutôt que de foncer, le mieux est quand même de faire un diagnostic. Et ce diagnostic vous dira, pour l'instant, vous êtes pas mal, par exemple, sur la partie fermer les portes vues de l'extérieur. Vu de l'extérieur, votre système d'information est plutôt bien protégé. En revanche, votre système de sauvegarde, il n'est pas à l'état de l'art et vous devriez focaliser vos efforts là-dessus. Donc, le diagnostic étant bien sûr avec la première étape, en fait, finalement, d'un projet pour se protéger contre les ransomware. Ce diagnostic vous permettant ensuite, bien entendu, de faire une feuille de route et de mettre ça en place. Voilà, j'ai essayé d'être rapide et de tenir le timing. Merci beaucoup pour, je dirais, toute cette présentation et puis tous les éléments que vous avez mis en évidence pour les personnes qui nous suivent, et puis surtout de donner la possibilité d'avoir des réponses. Parce que c'est vrai que là, on se dit, mon Dieu, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, puis après, mais qu'est-ce que je mets en place pour que cela puisse ne pas se produire? Alors, il est clair que notre invité suivant, qui lui est plutôt perçu comme le Dark Vador de l'environnement hacker, va prendre la parole. Karim Lamouri, vous êtes président d'Hackers Without Borders, c'est-à-dire d'Hackers sans frontières. Certains voient en vous celui qui peut amener des réponses à certaines interrogations, et puis d'autres voient en vous celui qui va peut-être attaquer leur société demain. Donc, inutile de vous dire que vous avez certainement en face de vous, en tout cas face à votre écran informatique, certains qui doivent se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Puis est-ce que demain, je vais me faire hacker? Alors, voilà, à vous la parole. Il nous paraissait important que le CLUSIS puisse aussi avoir quelqu'un qui a œuvré dans cet environnement-là et qui aujourd'hui se veut hacker éthique. Alors, est-ce qu'on peut rester hacker au fond de son état d'esprit, devenir éthique? À vous de nous le dire, mais on se réjouit de vous entendre. À vous la parole. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous. Ça va être compliqué de faire aussi bien court, précis, concis que la présentation précédente de Gabriel, qui est excellente, je trouve, et qui a bien ratissé large, tel un scan de hacker non éthique, pour le coup. Je vais essayer de vous donner des informations au-delà de celles qu'on peut trouver un peu partout, de parler un petit peu de psychologie, de parler de constats et de parler de ce qu'on peut concrètement faire. Encore une fois, c'est compliqué de vous donner plus d'informations substantielles comme ça vient d'être le cas. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors avant tout, oui, donc je suis le cofondateur et le président de cette ONG qui rassemble un peu plus de 600 membres actifs. Présents sur tous les continents, en tout cas là où il y a âmes qui vivent, nous avons une représentation. Et nous nous efforçons d'apporter une assistance principalement aux associations et aux ONG, et comme ça éclate de partout, on dépasse de notre scope et on vient aussi en aide à des particuliers, en tout cas à pratiquement 99% des gens qui font appel à nous, parce que c'est très compliqué de dire non, ou c'est hors scope, ou on ne peut pas. Et généralement, quand on ne peut pas, on renvoie immédiatement au service de police ou à nos frontières du côté français, à la gendarmerie nationale qui est spécialisée avec un site dédié aux interventions rapides pour ce type. Bon.
Le décor étant planté, oui, c'est fait exprès. Je vois une question et un certificat qui est expiré, c'est exactement pour ça. On a nos petits honeypots à nous. Petite parenthèse, on en parlera peut-être juste après, parce que j'ai vu une question passer. Je vous dirais que j'ai pris quelques notes par rapport à ce qui vient d'être dit par Gabriel, dont je salue l'intervention et qui est vraiment très complète. Je dirais que 91% des cyberattaques, donc sur des sources Deloitte, Portswigger, InfoSec Magazine, Cyber Magazine, bref, on est à peu près tous d'accord sur ce chiffre. 91% des cyberattaques réussies commencent avec un phishing. C'est-à-dire que la boîte mail est aujourd'hui le vecteur le plus utilisé, peut-être aussi le plus facile, parce que c'est le paradoxe humain, la solution vient de l'humain, mais le problème aussi vient de l'humain quand il est mal préparé, pas assez sensibilisé, ou peut-être même pas du tout formé ou prévenu aux problèmes qui arrivent. Donc ce qui nous amène à la question naturelle de la psychologie. Mais juste avant de parler de psychologie, je vais vous faire un bref et très rapide résumé finalement de ce que j'identifie moi comme un problème réel. Le problème, c'est savoir de quoi l'on parle. On parle de se protéger dans le cyberespace, donc sur Internet, mais surtout dans notre système d'information en interne, à la menace, à cette menace. Donc il faut clairement l'identifier, cette menace. Et c'est très compliqué de vous demander d'identifier. Alors là, je sais qu'il y a aussi des spécialistes, des experts dans cette audience, mais je vais parler aux non-aguerris et à ceux qui n'ont pratiquement aucune idée de la menace. Mais en fait, je vais vous intéresser à autre chose. Je vais vous intéresser à, non pas à ce qui se passe dehors et la menace qui veille, mais plutôt à votre système d'information. La première des choses, c'est vraiment de cartographier son système d'information. Aussi simple que ça. J'ai des ordinateurs. Autour, j'ai des imprimantes, en tout cas tous les éléments connectés. On parlait tout à l'heure de caméras, j'ai des téléphones sur IP. Donc j'ai tout un tas de devices, donc de matériel connecté dans mon système d'information. Est-ce que j'en ai la cartographie claire et complète et mise à jour régulièrement? Est-ce que je sais ce qui se connecte chez moi, de ce qui est à moi, donc ce qui est matériel professionnel, ou pire, du matériel bring your own device, donc du BIOD, du matériel que l'on ramène, qui n'est pas forcément habilité et autorisé à rentrer sur le réseau. Parfois, ça commence par ça, par le point numéro 1. Est-ce que j'ai un inventaire très clair qui me permet finalement de protéger ce que je connais? On est assez surpris dans les interventions qu'on mène au sein de l'ONG à voir que, bah oui, c'est 70% des cas, on n'a pas d'inventaire en fait réel. On a un début d'inventaire, on a une base, un GLPI d'un côté, un vrai outil de CMDB de l'autre, un fichier Excel pour certains, et pour certains rien. Mais c'est 70% des cas où on voit en fait cette défaillance flagrante. C'est énorme, énorme. 70%. De ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu. Donc on n'imagine pas ce qu'on n'a pas vu, qui est, je pense, qui peut augmenter la stat et la proba au niveau malheureusement positif du chiffre, du nombre du coup. Juste après, en position numéro 2, c'est les stratégies de mot de passe qui sont imposées. On a encore ce tabou de dire oui, mais si on complexifie le mot de passe, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas avoir des post-it qui vont être accrochés partout? C'est encore ce qu'on voit et c'est ce qu'on constate dans l'entreprise, des post-it ou un mot de passe écrit dans un fichier texte, dans un bloc-notes en clair, dans un partage, un répertoire commun partagé dans le réseau. On voit encore ça. Donc tout nous ramène finalement à la psychologie humaine et à la gouvernance et à nos stratégies finalement de se sécuriser. Je parle vraiment de choses très basiques pour le coup. On va monter crescendo. On parlait tout à l'heure des sauvegardes et donc de ce qu'on a dans notre LAN, dans notre réseau local. Je parlerai en concomitance des mises à jour. Juste à côté de ce biais-là, en tout cas de ce qui est recherché en termes de butin. Parce que quand on n'a pas son parc à jour, que ce soit des postes de travail, que ce soit des serveurs, et ben on s'expose finalement à ce qu'il y a de pire. Lorsque l'assaillant est déjà rentré via un phishing, vous avez cliqué sur un lien, ça lui a permis de prendre le contrôle, donc il commande et il contrôle, le fameux C2, il contrôle votre système d'information et il va commencer à se déplacer pour voir ce qu'il peut chercher. Les fameuses attaques latérales magistralement et très bien décrites par Gabriel précédemment.
ce qui va me permettre de prendre le contrôle, au final, c'est aussi exploiter des failles et des vulnérabilités dans les systèmes qui me seraient pas encore complètement poreux. Donc, s'il y a une étanchéité dans les réseaux, il y a forcément une communication inter-réseau. Et le fait que certains systèmes ne soient pas forcément à jour, et là on parle de l'interne, hein, on ne parle pas de ce que vous avez en frontal avec votre firewall qui veille, je parle vraiment en interne. Il peut y avoir donc des firewalls aussi en interne. Mais il y a des ports qui répondent, et je vais scanner tous ces ports jusqu'à trouver un système qui réponde avec un système un peu plus obsolète que les autres. Et là, ça va être une nouvelle brèche pour moi et une nouvelle porte d'entrée. Donc rappelez-vous, la première porte d'entrée, et en tout cas la plus communément utilisée, on parlait du phishing. Gabriel parlait également de ports non sécurisés qui pourraient être le RDP, un des plus ouverts effectivement, ou en tout cas un des plus constatés comme étant une porte extrêmement vulnérable. Je vous dirais qu'au final, cette vulnérabilité qui va être scannée va être exploitée et va nous permettre de bouger latéralement et donc de rebondir sur une machine dont j'aurai une nouvelle fois pris le contrôle. Et cette machine, effectivement, je vais pouvoir appliquer le ransomware, puisqu'on parle de ransomware dans ce webinaire. Je vais pouvoir le poser quelque part parce que j'ai pu m'y introduire et finalement forcer la porte d'entrée. Toujours pour parler de biais psychologique, la sensibilisation, c'est un des points sur lesquels moi j'appuierai le plus, puisque comme je vous le disais en préambule, l'humain est la solution, mais l'humain est aussi, entre guillemets, naturellement, je prends des pincettes, le problème. On parle souvent du problème qui est logé entre ICT, entre la chaise et l'écran. Ça nous amène à la réflexion de dire, a-t-on considéré véritablement le risque de pénétration dans l'entreprise et de prise de contrôle de notre entreprise ou de notre institution, que vous soyez public ou privé. Investir dans l'humain, j'allais dire, c'est aussi, voire plus important qu'investir dans les technologies, dans le matériel ou dans les audits respectifs. Je vais même vous dire que c'est magistralement important. C'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Si vous avez des utilisateurs sensibilisés, prévenus, sensibilisés, informés, formés, tout court, au risque avec un S, aux risques cyber, clairement, vous vous êtes déjà prémuni avec une augmentation de votre pourcentage d'hygiène et de santé, de sécurité, bien au-delà des espérances au niveau mondial, pour ne pas reciter le NIST tout à l'heure. Ou le SSC ou l'ANSSI pour la France, en tout cas, les organes de référence qui veillent en fait à la sécurité des organes du pays. Eh bien, tout cela nous amène à constater que nous ne sommes pas forcément prêts, et ça me pousse même à vous dire la phrase suivante, les attaques ne sont pas aussi sophistiquées qu'elles y paraissent quand on vous les démontre. Généralement, c'est souvent des effets d'annonces dans la presse, vous dire une attaque extrêmement sophistiquée a paralysé la commune de, ou l'hôpital de, ou telle entreprise. L'attaque sophistiquée, c'est souvent un mail en fait. Un mail super bien fait, bien photoshopé, bien préparé, des outils de red teaming, donc d'équipes rouges, d'attaquants, donc ou d'équipes offensives malveillantes, hein, on parle de délinquants et de criminels, plutôt bien rodés, mais pas. Le mot sophistiqué, il intervient rarement quand un État en attaque un autre ou quand un État, via des officines, attaque des entreprises. Effectivement, ils peuvent, pour aller chercher des données sensibles, quand on attaque des organes de renseignement, quand on attaque des entreprises qui ont une valeur ajoutée dans le renseignement. Effectivement, on va utiliser des attaques sophistiquées. La plupart des attaques qu'on constate, nous, au sein de l'ONG, en tout cas au sein des victimes qui font appel à nous, c'est des attaques extrêmement simples, mais qui font des dégâts colossaux. Donc, la menace, en fait, elle n'est pas si forte, elle n'est pas si balèze que ça. Par contre, nous, effectivement, il faut se poser la question de notre faiblesse. La faiblesse dans notre préparation, la faiblesse dans la manière dont on se sensibilise respectivement, comment la société civile est sensibilisée. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus inciter finalement les médias
ou les services de l'État à vulgariser plus les propos, à aller plus dans les écoles, à aller plus dans les entreprises? Est-ce que finalement c'est une question de santé publique, de santé numérique, j'entends? Donc finalement, on s'intéresse finalement à la psychologie. Donc moi, je suis dans un point où on va parler ransomware, mais je parle beaucoup psychologie, parce que finalement, mieux on est préparé, plus on échange, plus on se donne d'infos. C'est naturel, hein, là, je suis en train d'utiliser des phrases extrêmement bateaux, mais finalement, ça a tellement d'importance que j'ai envie de vous dire que les points que je viens de vous citer, c'est 80% de la santé de votre système d'information. J'ai parlé d'inventaire, j'ai parlé de mots de passe, j'ai parlé de mise à jour, j'ai parlé d'utilisateurs sensibilisés. Je n'ai pas parlé d'LPD, de la NLPD ou de charte informatique ou de conditions d'ouverture de son système au niveau technique. On pourrait en parler, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais ces 4 ou 5 points déjà, ils sont primordiaux et tellement à votre bénéfice que quand ils sont appliqués, il n'y a pas besoin en fait d'être un fin technicien pour ça. Il faut simplement, enfin, il faut lire et transmettre l'information. Alors effectivement, il y a un cadre en termes de gouvernance finalement pour amener cette information, pour sensibiliser à la manière d'un projet, donc de se doter d'une chefferie de projet et de gens suffisamment compétents dans la communication plus que dans la technique, parce que c'est une histoire de communication. Parce que ce que je viens de vous dire, je peux l'expliquer très simplement à ma grand-mère, voire à des gens qui utilisent le système d'information sans en être véritablement professionnels. Et effectivement, ça va être perçu très simplement, parce que je vais essayer de l'expliquer simplement, avec des codes couleurs et avec des schémas assez simples. Voilà. Deuxième partie d'explication, j'aimerais vous parler de l'attaque qu'il y a eu ce week-end, enfin précisément vendredi après-midi, sur des hyperviseurs, donc des serveurs qui permettent de faire fonctionner des machines virtuelles de manière publique. Donc effectivement, c'est assez saugrenu le fait d'exposer des hyperviseurs sur la partie publique, mais c'est une pratique des us et coutumes assez fréquente chez des fournisseurs tels que OVH ou Scaleway ou encore Exoscale. Et on a constaté, nous, enfin les premiers appels sont tombés vers 15 heures. Vendredi 15 heures, on a eu des associations, mais aussi des entreprises qui nous ont googlé et qui nous ont contactés pour nous dire, écoutez, on est complètement bloqué, on ne sait pas quoi faire. On a un message qui nous demande une rançon de 2 bitcoins, quoi faire? Bon, on avait des alertes depuis 14 heures, mais on n'avait pas de fait avéré. Et quand on a commencé à voir le compteur de serveurs attaqués dans le monde, c'était très ciblé États-Unis au départ, et ensuite la vague est remontée sur l'Europe, et c'est, je crois, même la France qui a ce sinistre trophée du pays le plus attaqué, en fait, au nombre de serveurs recensés. Donc, pour vous dire, le nombre de serveurs recensés compte à peu près entre 800 et 900 serveurs. En réalité, ce qui a été attaqué, en tout cas tout ce qui n'est pas dans les chiffres, vous multipliez par 4, minimum, grand minimum. Donc on est largement à plus de 3000 serveurs attaqués. Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une méthodologie. Pour le coup, c'est une méthodologie c'est un chalutier, hein, il ratisse très large et il va utiliser un script qu'il va injecter via une vulnérabilité qui était connue depuis 2021 d'ailleurs, donc c'est une CVE de 2021, CLP il me semble, sur laquelle on a travaillé donc dès 16h30, 17h à peu près, pour passer le week-end entier dessus, sur toutes les solutions qui étaient possibles pour trouver potentiellement des outils de déchiffrement de la donnée, mais surtout de voir ce qui avait été véritablement chiffré. Alors la chance qu'il y a eu sur cette attaque, c'est que ça a été une attaque de grand génie. En fait, je pense même que c'était voulu. On ne peut pas croire à une attaque aussi faible. Elle est large et elle est impactante par son imposante répercussion, mais elle est très faible sur ce qui s'est passé réellement. Ils ont chiffré les fichiers de configuration. Donc la donnée, les fichiers VMDK, donc les fichiers de disque dur virtuel, n'ont pas été touchés, ou s'ils l'ont été, et on a constaté que certains l'ont été, c'est très peu, c'est sur les premiers octets, sur la première couche du disque virtuel. Ce qui a permis dans 99% des cas de restaurer en intégralité la donnée. Donc je ne dis pas la machine virtuelle dans son essence, c'est-à-dire je reclique sur Play et elle retourne dans son état initial, mais en tout cas la donnée en son sein, elle a été en quasi-intégralité complètement restaurée pour les gens qui nous ont contactés, qui nous ont demandé de travailler dessus.
naturellement gratuitement. On est une ONG, donc je le rappelle, nous ne sommes pas une société commerciale, c'est vraiment un collectif de hackers éthiques qui travaille pour le rétablissement finalement d'une collectivité ou d'une association ou d'une entreprise même quand elle fait appel à nous en cas de désespoir et si les professionnels ne sont pas disponibles dans notre temps libre, c'est ce qu'on fait en fait. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui se sont fait piéger, finalement, n'ont pris, faute de connaissances, très peu par mégarde ou par manque de temps. C'était surtout par manque de connaissances. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait piéger parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils pouvaient tout simplement bloquer la majorité des ports qui ne sont pas utilisés par leurs services et qui finalement ont exposé leurs hyperviseurs à cette attaque. Donc finalement, ils auraient pu passer outre. Ils ne l'ont pas fait. Pire que ça, quand on leur a demandé de nous présenter s'ils avaient des backups externalisés ou de la copie de fichiers, ils n'en avaient pas. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça a été très compliqué de constater que finalement, personne n'était préparé. Et on a eu des gens, et là je reparle du biais psychologique, on a eu des gens en pleurs, on a eu des gens complètement paniqués, on a des gens qui répondaient plus au téléphone quand ils nous ont appelés, on les a eus au départ et ils étaient tellement pas bien qu'ils ont lâché. L'impact du rançon logiciel sur eux, finalement, et là je parle pas de leur machine, sur eux, il a été beaucoup plus grave, finalement, que ce qui s'est passé sur leur machine. Nous, on a récupéré la data, mais récupérer l'individu, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et pourtant, ça fait partie de la gestion de crise. Il faut gérer cette partie-là qui est peu, pas ou pas forcément très considérée. Parce qu'on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu ou tant qu'on ne l'a pas vu, en fait. Une cyberattaque, c'est violentissime. C'est vraiment d'une violence inouïe. Tout le monde n'est pas préparé de la même manière. Donc il y a cette question aussi de psychologiquement préparer, au-delà du récit technique que j'ai pu vous faire ces dernières minutes, il faut se préparer à cette évidence. Donc la recette de cuisine, elle est pas complexe, j'allais même dire elle est à la portée de tous, pour le coup. Franchement, c'est un plat de pâtes. C'est pas compliqué. Encore faut-il effectivement s'y intéresser. Il y a énormément d'acteurs qui publient ce genre de contenu, dont le Clusis, qui donne des recettes de cuisine et qui est ouvert d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a ce 5 à 7, qui est complètement ouvert à prodiguer ses soins par la sensibilisation, par l'information, et pour le coup, c'est aussi le Clusis, une association, donc on est complètement disposé à travers ce type de biais, enfin de communication, à le faire, et assez régulièrement. De l'autre côté, en fait, il faut qu'on arrive à trouver tous ensemble une solution pour stimuler la société civile, j'entends, parce que le mot m'échappe, c'est un fait de société, en fait, aujourd'hui. Et c'est un fait qui va se renouveler, c'est un fait qui ne va pas s'arrêter. À la grande question, vais-je me faire attaquer? Ouais, c'est pas si vous allez vous faire attaquer, c'est quand. Les attaques, elles pleuvent tous les jours. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Je ne connais pas une entité qui me dit, nous, on est safe, on dort tranquille. Oui, vous dormez tranquille sur la donnée. Mais tant qu'il y aura de l'humain, il y aura potentiellement une faille. L'humain est pervertible. Et pour parler du deuxième cas de figure où les cyberattaques par rançon logiciel sont évidemment possibles via des techniques de ruse, toujours de red teaming, c'est cibler une personne en particulier. Là, on a parlé d'un chalutier qui ratissait l'arbre, qui scannait à tout va tous les ordinateurs au niveau public. Mais si je sais que, si j'utilise des techniques dites d'intelligence, d'open source intelligence, donc je vais me renseigner sur un individu, plusieurs individus en particulier dans une entreprise. Je vais les cibler et je vais essayer de les trouver, d'enquêter sur eux, deep dive. Donc je descends très profondément dans l'Internet du commun des possibles, les réseaux sociaux, les sites d'annonces, tout ce que je vais pouvoir trouver avec un identifiant qui vous caractérise en particulier. Un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse email, une région ou une zone géographique bien précise. Et par rapport à ça, par rapport à votre activité, par rapport à votre exposition, je vais réussir à vous trouver. Et donc là, si j'arrive à isoler en tant que loup la brebis que vous êtes, si je vous isole, si je vous emmène loin dans mon jeu,
effectivement, là, je vais pouvoir vous croquer et faire de vous une victime. Et une fois que j'ai pris possession finalement du cadavre de la bête, sans vouloir être trop gore, je vais pouvoir en tirer de larges bénéfices. Puisque si j'arrive à vous récupérer certains identifiants et mots de passe, j'ai des chances que vous utilisiez le même ou une incrémentation de ce mot de passe ou un jeu, un anagramme, chiffres et lettres et symboles confondus, et améliorer finalement ma technique de devinette de mot de passe et aller très vite finalement pour compromettre celui de votre entreprise, puisque j'aurais potentiellement aussi deviné l'adresse email de votre entreprise. Et donc pénétrer le système d'information par des biais qui soient des systèmes ouverts à l'extérieur, type des messageries, du télétravail, donc des outils de déport d'affichage, donc de remote desktop, tels que Citrix, Terminal Server, RDS et autres, ou même dans le cloud de Microsoft, Azure, AWS, Google ou que sais-je. Donc, les biais sont différents, les portes sont différentes, mais on a ce point commun qui est la psychologie. Et la psychologie globale d'une entité, comment vous fonctionnez, il faut se mettre vraiment dans la peau du hacker et se dire quelle est la porte d'ouverture possible. Et il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Dans les techniques de red teaming, appliquer un rançongiciel, c'est aussi me rendre sur place. Je peux faire l'invité mystère. Je trouve un moyen de me rendre sur place. On ne va pas rentrer dans les détails, il y en a tellement, et là, le temps est réduit, mais imaginez-vous que j'obtiens une place de stagiaire. Bon, moi, ça va être compliqué, ma tête est bien connue maintenant, mais j'ai réussi à me rendre chez vous, et via une clé qui a une puissance diabolique, hein, qu'on appelle le rubber ducky, le canard, voilà. Je vais insérer une clé USB pour peu que vous n'ayez pas bloqué, vous n'ayez pas fait une stratégie de blocage. Pour peu que vous n'ayez pas une stratégie de blocage de clé USB sur vos ordinateurs, je vais utiliser une clé qui va permettre de subtiliser en un temps record, en quelques secondes seulement, vraiment entre 4 et 10 secondes, l'intégralité des mots de passe stockés dans votre navigateur, ce qui est une mauvaise pratique d'ailleurs, on va le rappeler. Les mots de passe enregistrés dans le navigateur, c'est une mauvaise pratique puisque les navigateurs sont aussi des passoires. Et très régulièrement, les vulnérabilités dans les navigateurs sont affichées par 3 ou 4 dans le mois, selon le type de navigateur, pour ne pas parler de Chromium et de ses portes. Donc, je vais venir physiquement et je vais pouvoir appliquer ce rançon logiciel de manière manuelle, physique, en me rendant dans une boîte. Et sans me rendre dans la boîte, avoir accès physiquement dans vos ateliers, dans vos bureaux, dans vos couloirs, je peux le faire si je détecte une activité de type Wi-Fi et pouvoir forcer faire un déhaute. Donc, c'est une technique qui permet de vous désaccrocher, désarrimer de votre Wi-Fi, donc de vous déconnecter, et forcer une connexion à une borne qui serait mienne, et donc récupérer tout ou partie de vos identifiants, et donc pénétrer dans le système d'information de cette manière, et injecter ce que je veux, puisque je rentrais de manière légitime, puisque j'aurais usurpé l'identité des uns ou des autres. Et ça peut être des badges d'accès au bâtiment. Les techniques de red teaming, en fait, elles sont encore une fois tellement larges qu'on n'aura pas le temps. Il est déjà 17h57. Donc, voilà pour la partie, finalement, psychologie, dans quelle posture je me mets pour me mettre dans un référentiel d'attaque, dans mon couteau suisse d'attaque, quelle attaque je vais choisir, quelle est la plus adaptée finalement à la physionomie de qui vous êtes, et là je parle de l'entreprise, mais qui vous êtes aussi en tant qu'individu, et le champ des possibles est tellement large que la menace est plus qu'active, elle est aux portes de tout le monde. Donc le but, c'est pas d'être alarmiste, mais un petit peu quand même, parce qu'il faut sensibiliser l'intégralité de la société civile, à savoir que personne n'est à l'abri et que les techniques sont redoutablement efficaces et très simples. Mais les solutions sont aussi redoutablement efficaces et très simples du côté du défenseur, donc des blue teamers, du blue team que vous êtes, que vous représentez, à savoir, on peut se prémunir de tout ça en appliquant des choses très simple. Et pour le coup, on en a cité 4 ou 5 points qu'on pourra expliciter et dans un question-réponse, aller un peu plus dans le détail. Voilà pour ma partie. Merci infiniment. Bon, vous avez une remarque de Gabriel Leperlier qui indique effectivement que le terme sophistiqué est utilisé
pour permettre à l'entreprise de se dire que voilà, elle pouvait peut-être faire quelque chose ou mettre en place un certain nombre d'éléments, mais ça n'a pas été fait. Donc, comme ça, si c'est sophistiqué, ben, on est dépassé par les événements. Donc, voilà. Et puis, vous avez le premier élément, il y a une intervention concernant le certificat. Vous vouliez reprendre ça, c'est apparu tout au début de votre intervention. Tout à fait. Alors, le certificat, c'est pas un honeypot, mais on s'est dit qu'on allait le laisser. On a eu le warning, on a les certificats qui sont renouvelés, bref, on a tout l'attirail, la clé privée, tout est prêt. D'ailleurs, dans nos serveurs de staging, le serveur de présentation qu'on a en fait a été complètement migré sur IPFS. On a préféré être présent sur la blockchain plutôt que sur un site traditionnel WordPress, mais bon, il fallait aller vite à la création de l'ONG. On a laissé ça, parce qu'on a vu des petits malins qui faisaient pas mal de tentatives de man in the middle ou de brute forcée ou d'usurpation d'identité via justement certificat. Et quand on crée ce type de honeypot, c'est intéressant de voir le nombre de requêtes qu'on reçoit. Donc, merci Yacine pour la remarque. Et je ne l'attendais pas forcément dans ce webinaire, mais ça fait plaisir de le voir parce que je vois que au-delà d'aller fréquenter le site, c'est une remarque pertinente. Les certificats échus, on peut aller sur cert.sh. C'est juste flippant, ça nous permet, nous, de découvrir beaucoup de choses. Donc, nous-mêmes, quand on s'y soumet à cet exercice, on peut voir les types d'attaques sur ce genre de mauvaises pratiques, de ne pas mettre à jour, qui étaye exactement mes propos, le champ des possibles quand vous laissez une obsolescence s'installer. Et pour le coup, Yacine, si vous le voulez bien, en privé, je vous donnerai un rétexte de gars qu'on a. Pour le coup, on les a contactés parce qu'on les a identifiés et on leur a dit ouais, c'est pas mal, mais vous aviez vraiment un but de nous faire mal ou c'était voilà, c'était une petite tentative, vous êtes connecté sur un VPN, vous avez injecté quelques data pour voir ce que ça allait faire sur un WordPress. Et bon, là, il y en a un qui est devenu membre chez nous parce que pour le coup, il est très sympathique, mais on lui a dit que c'était illégal d'injecter de la donnée sur un site qui vous appartenait pas, sans notre autorisation. Ah, quand même, merci de rappeler 2-3 concepts. Ça me paraît quand même important. Bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Bon, absolument. Merci beaucoup. Je propose qu'on enchaîne avec le troisième orateur, Raoul Diez. Je rappelle qu'il est directeur conseil cyber PME à la FAIR Genève. Je le laisse introduire voilà, les slides. Voilà, c'est fait. Sans plus tarder, Monsieur Diez, je vous donne la parole. Le micro est coupé, Raoul. Oui, je ne sais pas si on n'a pas le son. Voilà, c'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci, j'ai oublié de l'enlever. Voilà, merci, bonsoir à toutes et tous. Je disais que ça va être difficile de relever après ce que je viens d'entendre. Finalement, j'aurais préféré passer en premier plutôt qu'en dernier. Mais j'avais prévu cette situation. Je me suis dit que les deux orateurs que nous avions avant étaient très intéressants, qu'il y aurait de la matière. Et donc, ce que je me suis dit, plutôt que d'amener quelque chose, puisque de toute évidence, tout a été dit, ou une grande partie, je vais vous apporter plutôt une expérience et une synthèse. J'ai synthétisé ça dans une présentation en partant de ce constat. Personne autour de cet événement pourra me dire le contraire. Mais c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais n'empêche que ça met dans la réflexion le fait de dire peut-on éviter de se trouver dans une situation difficile? Et je crois que cette réflexion-là, elle doit être posée au plus haut de la hiérarchie. Et c'est cette partie-là que j'ai rajoutée. D'ailleurs, je ne suis pas entretenu avec les deux participants avant, mais vous verrez à la fin de cette présentation, il y a des éléments qui intègrent donc l'entreprise d'une autre manière, une lecture, quelques éléments supplémentaires. Je suis parti donc sur un min-map et vous avez donc 7 points. Il y a 23 diapositives, certaines vont passer vite,
Bon, ce sera fait dans les 30 minutes qui suivent et divisé en 7 parties. Pourquoi? Parce qu'il y avait le titre déjà de l'événement. Donc, je me suis calqué au titre de l'événement et j'ai mis donc la chaîne d'attaque, les impacts sur les entreprises, les techniques de protection, la veille technologique, conseils pratiques en cas de crise et puis la conclusion. Puis en fait, vous les avez déjà plus ou moins entendus. Gabriel l'a beaucoup parlé et très intéressant toute cette approche. Et je ne fais que synthétiser pourquoi je me suis dit, il y a peut-être parmi les personnes présentes des étudiants ou des personnes morales, des entreprises, outre les entreprises qui sont spécialisées dans le domaine, et pour lesquelles ça pourrait peut-être servir d'avoir une synthèse en format mid-map. Donc, la première diapositive, c'est ce mid-map serré, la dernière, vous verrez, et c'est un mid-map déployé avec l'ensemble des points de chaque point. Commençons par la chaîne d'attaque. Les rançongiciels, parce que c'est comme ça le terme en français, et je l'ai appris à mes dépens d'ailleurs, donc du coup je le mets systématiquement. Pénétrer le système comme il se propage, comme ils sont activés pour crypter les données. Et les éléments ont été déjà donnés. Ceci dit, la synthèse est là. On exploite des vulnérabilités et donc du coup, évidemment, il faut rester à jour au niveau des systèmes. Le phishing, notamment, plus de 90%, on disait, c'est tout à fait ça pour moi aussi. Les chiffres que je possède parlent même des 94% des attaques à travers les mails qui vont avec les campagnes des diffusions massives. Et puis, évidemment, il y a la programmation malveillante et du hameçonnage. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les pirates utilisent des services dans le cloud. Je serais tenté de dire qu'il y a les malwares à ce service et pourquoi ne pas les exploiter, n'est-ce pas? Donc, ils se sont professionnalisés. Ils utilisent des systèmes dans le cloud pour ensuite attaquer les entreprises et les privés. Moi, je dis bravo. Je me pose toujours en filigrane la question de savoir, peut-on encore les arrêter? Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'on limite la casse? Ça, vous me direz, c'est au niveau de l'État ou des entreprises spécialisées. Nous sommes plutôt beaucoup plus bas en tant que représentant de l'affaire Genève, ce soir du Clusis, et en travaillant avec les PME, je suis conscient que tout ça échappe complètement au radar des entreprises. Et ça me pose problème, finalement, parce que quand je dis systématiquement, ça fait environ 25 ans que nous faisons des événements, on parle de la sécurité, puisque la sécurité des systèmes d'information, elle n'a pas changé en 25 ans. En fait, on répète toujours la même chose. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un éveil. On se retrouve dans une situation qu'on ne connaissait pas et puis tout le monde s'inquiète, plus ou moins. Mais dans la réalité, il n'y a que 15 à 20% d'entreprises qui sont réellement protégées. Et puis, il y a des problèmes à faire comprendre à toutes les entreprises de moins de 10 collaborateurs qu'ils ont tout intérêt à se pencher sur la question. Donc, gardez aussi à l'esprit ça. Il est question aujourd'hui de continuer à expliquer les mêmes éléments, plus en détail peut-être, avec des synthèses, mais les mêmes éléments dont on parlait déjà il y a des années. Pourquoi? Parce que c'est cyclique. Les entreprises, les responsables changent, et donc du coup, vous êtes obligé de revenir. Si vous avez une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, vous mettrez ça et vous ferez en sorte d'aller sensibiliser régulièrement les dirigeants des entreprises, car ils en ont besoin, même s'ils ne le voient pas. Parfois, ils ne le voient pas, ils ne se rendent pas compte de la problématique, mais vous serez là pour les accompagner. L'impact sur les entreprises, on dit souvent que c'est financier, mais ce n'est pas seulement. En fait, les coûts moyens de cyberattaque, moi j'ai à peu près les mêmes chiffres que Gabriel. Moi j'ai trouvé des chiffres qui allaient vers les 3 millions et quelques. Gabriel parlait des 4 millions.
Vous imaginez, ça c'est pour les grosses entreprises. Ça peut varier, hein, de quelques milliers de francs à plusieurs millions. Et j'ai retrouvé un lien, je ne veux pas le présenter maintenant, mais j'ai trouvé un lien sur le journal Le Temps et qui parle d'une cyberattaque qui a eu lieu l'année dernière, en 2021, pardon, et sur une régie en Suisse. Et puis, je vous invite, vous aurez donc la présentation PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus, et ils disent que ils ont, après cette attaque, qui leur a coûté des centaines de milliers de francs, ils ont allé plus vite dans le changement et dans la mise à jour de leur système, et ça leur a permis de tout migrer vers le cloud. Et moi, ça m'interpelle. Parce que migrer vers le cloud, ça ne règle pas foncièrement le problème. Puisque ce que vous mettez en place au niveau sécurité, que vous le faites chez vous, en inside, si vous êtes dans le cloud, vous serez bien obligé de mettre en place des mécanismes de sécurité. Donc, attention à ça, attention avec la solution de tout migrer vers le cloud n'est pas une solution en soi. Il y a sans doute des améliorations. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes en train donc, de vous déresponsabiliser, en partie, puisque vous vous dites, si on le met dans le cloud, ça va fonctionner. Enfin, une sauvegarde dans le cloud qui n'est pas protégée, ben, c'est une sauvegarde qui peut être piratée si la personne arrive à avoir le niveau d'autorité pour aller toucher les sauvegardes. Donc, finalement, pour moi, il n'y a pas de différence, mais il faut le dire. Et puis, les frais de restauration, ce n'est qu'une partie infime. On peut compter, hein, frais de restauration des systèmes, coûts du ransomware, mais les autres coûts, la perte de revenus, la réputation. Et puis, vous êtes légalement la protection des données. Qu'en est-il? Si vous avez des informations, aujourd'hui, la nouvelle loi sur la protection des données qui arrive dit, grosso modo, que vous êtes censé protéger les informations personnelles. Si vous avez des données qui ont été volées, est-ce que vous êtes réellement dans les cas où vous garantissez la mise en place de la loi? Eh bien, certes pas. Vous ne serez peut-être pas contraint et vous n'aurez pas de condamnation. Ceci dit, il faut partir de l'idée que si les lois existent, elles sont aussi pour les respecter, et que si vous ne mettez pas en place les mécanismes pour protéger, éviter qu'un tiers inconnu vole les informations personnelles, vous êtes en dehors de la loi. Aussi simple que ça. Et puis, en fin de compte, évidemment, la meilleure manière de limiter les coûts d'une cyberattaque est de mettre en place des mesures de sécurité efficaces. Il y a toute une liste de solutions possibles et inimaginables à mettre en place, mais ce n'est pas seulement un problème technique, c'est surtout un problème des personnes. Car si on dit que 94% des piratages, des attaques se font à travers donc, le mail, bah, ce sont les personnes qui ouvrent les mails qu'il va falloir informer, sensibiliser. Et puis c'est ça finalement un des éléments qui apparaît dans les diapositives suivantes, c'est la sensibilisation des personnes. Les techniques de protection, et puis ça vient dans ce sens-là, attention, les mesures ne garantissent pas, il n'y a jamais du 100%, les sauvegardes. Quoi qu'il arrive, un pirate éthique, et Karim ou tout autre pirate éthique vous le dira, peu importe le choix que vous faites, le premier choix, c'est les sauvegardes. Parce que dans tous les cas, même si vous êtes piraté, vous n'avez plus rien, mais si vous avez une sauvegarde froide qui est garantie, c'est-à-dire qui n'a pas été touchée par un pirate, vous pouvez repartir de ça. Il reste à savoir, parce qu'on l'a déjà vécu, il reste à savoir, votre dernière sauvegarde valable, elle remonte à quand? Gabriel disait tout à l'heure, si vous avez 3 mois de sauvegarde et puis le pirate est déjà depuis 6 mois chez vous, ça va être compliqué. Et donc, ça veut dire que pas seulement vous devez faire les sauvegardes, mais vous devez les vérifier. Donc, mettre en place un mécanisme donc, de vérification des sauvegardes en cours existantes, et puis partir de l'idée que ces sauvegardes-là
en bande, qui à l'époque, on partait de l'idée qu'elles étaient plus valables, aujourd'hui, elles sont un sens. Elles sont vraiment froides. On peut toujours faire appel à des sauvegardes sur bande pour repartir. Et donc, après, la liste logiciel de sécurité à jour, mise en œuvre des stratégies de sécurité réseau. Mais bien évidemment, est-ce qu'on a fait le nécessaire, ça ne serait-ce qu'au niveau des firewalls, pour mettre en place la protection et le blocage des ports? C'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure, Karim l'a signalé d'ailleurs, il y a des ports qui restent ouverts à l'extérieur qui n'ont aucun sens. Alors, comment est-ce possible? En fait, ça fait partie aussi des choses qu'il faut mettre en œuvre, mais il faut que quelqu'un au-dessus, au niveau de la responsabilité, soit capable de venir dire, écoutez, garantissez-moi que tout ce qui est nécessaire a été fait. Et puis là, c'est un audit, c'est un contrôle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est nécessaire. Vous devez faire appel, si vous êtes dans une entreprise, faire appel à des sociétés externes spécialisées dans le domaine qui vont venir voir si vous avez fait ce qu'il fallait. Faites des tests d'intrusion. Payez des tics à la cœur pour faire des tests d'intrusion qui permettront de savoir si tous les ports sont protégés, par exemple. Et la sensibilisation du personnel, bien entendu. La mise en place des politiques de sécurité. Karim a abordé le sujet très rapidement. Et dans les entreprises, ces mises en place des sécurités, elles sont nécessaires. Vous devez mettre en place un mécanisme qui dit clairement au collaborateur ce qu'il a le droit de faire et il doit le signer. Et ça fait partie donc du dossier de l'utilisateur. Mais il faut le faire. Vous savez peut-être, je me permets quand même de vous le signaler, que vous pourriez indiquer au collaborateur que la messagerie professionnelle est seulement professionnelle et que vous avez le droit d'ouvrir sa messagerie si nécessaire. Alors, la première fois que j'ai dit ça, mais il y a des années, je me rappelle, il y avait un avocat en face de moi qui me disait « mais c'est pas possible ». Si, c'est possible. La protection de l'entreprise, elle passe aussi par expliquer ce que vous êtes en droit de faire et ce que vous mettez en œuvre, et aux collaborateurs ensuite de le respecter. La Confédération autorise l'entreprise à se protéger et indiquer, par exemple, que les mails sont professionnels uniquement et que vous avez le droit d'ouvrir leur messagerie. Absolument, je peux vous le garantir. Vous trouverez tous ces éléments de toute façon au niveau de la Confédération. Je peux même trouver les liens si c'est nécessaire. Et puis, un élément dont Gabriel parlait aussi, c'est la surveillance en temps réel des systèmes. Est-ce que, vous me direz, après tout ça, ça fait quand même beaucoup d'argent et du temps à passer et des spécialistes à mettre en œuvre. Mais si vous êtes dans une entreprise qui est déjà spécialisée, vous allez peut-être pouvoir proposer à des toutes petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mettre tout ça en place, des solutions paquets. Donc, partez de cette image, de cette idée, partez de l'idée que vous allez, si vous mettez tout ça en place pour vous, au niveau entreprise spécialisée, vous allez ensuite pouvoir le proposer aux autres. Au niveau de la veille technologique, je ne l'invente pas. Je pense que j'ai passé environ 2 heures par jour et pendant des années pour analyser ce qui s'est passé autour de moi et pour être au moins au courant de ce qui s'est produit. Parce que si vous savez ce qui se passe, vous pouvez imaginer aisément ce qui vous attend. Donc, à nouveau, si vous êtes une entreprise spécialisée, établissez une équipe dédiée à la veille technologique. Définissez les sources d'information, utilisez les outils de veille, participez à des conférences et des webinaires. Merci d'être là ce soir, ça fait partie aussi de ce que l'on doit faire. Et puis, créer des plans d'action. Je reviendrai après sur ces plans d'action qui sont nécessaires. Et si vous êtes employé dans une entreprise, ce sera à vous de les conseiller. Si vous êtes une entreprise externe, ce sera à vous de dire à la direction de l'entreprise de les mettre en place. Quelques liens, parce que ça me paraissait essentiel d'en parler déjà, des quelques sites populaires pour la veille technologique.
Mais je n'ai pas mis d'avantage. En général, j'ai fait des diapositives, des PowerPoint avec beaucoup plus de liens. Là, je me suis limité à ceci, mais des listes comme ça, il en existe beaucoup sur Internet. Et puis, conseil pratique. Et on revient sur la sauvegarde. Évidemment, j'insiste, c'est la 5e fois que vous entendez parler de sauvegarde ce soir. Eh ben, j'espère que c'est l'élément majeur que vous allez retenir concernant la protection sur des rançongiciels. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui vous sauvera. Mettre à jour donc les logiciels, attention aux emails suspects. Je n'ai pas cessé pendant plus de 20 ans, 25 ans de sensibiliser les collaborateurs à l'affaire Genève. Tous les mois, le 2e mardi de chaque mois, j'avais les nouveaux collaborateurs qui venaient et puis donc on faisait une séance de formation de 3 heures pendant lesquelles on faisait aussi signer les déclarations comme quoi ils étaient au courant des politiques mises en place. Et puis on parlait aussi des emails suspects et avec tous les éléments qui permettent aux collaborateurs de se rendre compte quand ils sont en face d'un email suspect. Eh bien, ça ne manque pas. L'utilisateur clique sur les mails suspects alors que vous venez de lui expliquer et puis ils ont tous compris. Enfin, vous avez cru qu'ils ont tous compris, mais en fait, ça leur échappe. Ils ne voient pas la nuance entre l'adresse mail avec un E et puis un double E, parce que parfois, ça se joue à ça. S'ils sont très bien faits, vous ne les verrez pas. Par exemple, est-ce que dans vos systèmes de messagerie, vous autorisez les mails de votre adresse domaine, donc mail, arriver de l'extérieur? Posez-vous la question. Ça, c'est un détail. Vous me direz, c'est juste une astuce. Mais vous ne pouvez pas accepter des mails entrants avec votre nom de domaine. Ça veut dire que quelqu'un est en train d'essayer d'envoyer des éléments qui ne sont pas corrects. Installer les logiciels antivirus, évidemment, mais ça ne suffit pas, mais semble nécessaire. Vous ne pouvez pas y échapper. Éviter les réseaux publics non sécurisés. On en a parlé combien de fois. Les réseaux Wi-Fi publics, les aéroports, les gares, tout ça. N'utilisez pas ces réseaux si vous n'êtes pas sûr de pouvoir garantir la protection des données échangées. Donc, si vous utilisez un réseau public de ce type, mettez en place un mécanisme donc des VPN qui permettra de garantir la confidentialité des informations. Les pare-feux, on en a parlé. Pourquoi pas imaginer, si vous êtes une entreprise spécialisée, d'avoir des canevas avec la liste de tout ce qu'il faut déjà par défaut bloquer. C'est peut-être plus simple, et même par type, par marque de firewall, vous pourriez avoir même des fichiers de sécurité, donc des configurations de sécurité prévues. C'est plus simple de modifier ce qui est à modifier en gardant donc la structure même des fichiers, des configurations. Former les employés, on en a parlé. Et puis, un élément qui pose problème, moi, ça me pose problème. Mais selon les autorités, en cas d'attaque, il ne faut pas payer. Enfin, il ne faut pas payer, pourquoi? Il faut se poser la question à savoir ce qui va coûter le plus cher déjà. Ceci dit, ça ne règle pas le problème du fait qu'on vous a déjà volé les données. Et c'est un peu tard. Mais même, allez, faites le calcul. Partez de l'idée que si vous devez remonter 1500 machines et qu'on vous demande 100 000 francs, eh ben, vous avez tout intérêt à payer, pourvu que vous ayez encore la clé des chiffrements, des déchiffrements. Mais en général, c'est leur fonds de commerce. Donc, si vous payez, on vous donne la clé. La clé ne garantit pas donc le déchiffrement de tout. Parce qu'on a des cas, on a déjà vu, des cas des sociétés qui ont reçu la clé, mais qui n'ont pas réussi à tout décoder. Mais à 90%, ils ont pu repartir. Donc, je ne suis pas contre le fait de payer. Personnellement, je pense que c'est une possibilité parmi tant d'autres. En tout cas, si vous ne payez pas, partez de l'idée que toutes les informations qui ont été volées, elles vont se trouver quelque part dans le web. Et à ce moment-là, la lumière protection des données, la lumière loi devrait quand même s'éclairer avant même que ça se produise. Et donc, on parle pas
meilleure manière de résoudre un problème, c'est encore de l'éviter. Si on n'arrive pas à éviter, et nous sommes dans une situation de crise, que va-t-il se passer? Eh bien, un élément essentiel, il faut couper les connexions. Mais quand je dis il faut couper les connexions, il ne faut pas seulement couper la connexion du poste concerné, mais il faut couper ça, mais il faut couper aussi les connexions vers le web. Alors, vous me direz, c'est un peu tard. Ben oui, je vous l'accorde. Si on coupe les connexions à ce stade-là, c'est éventuellement dans les cas où vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes victime d'une préparation d'attaque et qu'à ce moment-là, pour protéger le réseau, vous décidez de couper la communication Internet. Mais certaines personnes, quand je parle de ça, me disent « Mais attends, c'est pas possible, je peux pas… » Ben si, c'est votre rôle et c'est votre obligation. Si vous constatez qu'il y a une situation qui risque de déraper, commencez déjà par couper les communications. Et puis contacter un expert en sécurité informatique et pour obtenir une assistance, et puis voir effectivement ce que vous pouvez faire pour régler le problème et l'éviter si vous n'êtes pas encore piraté. Ça, c'est pendant la crise. Mais après, évidemment, repartez sur les données qui ont été sauvegardées, analysez les causes d'incidents, mettre à jour les mesures de sécurité. On y revient juste après, vous verrez la diapositive suivante, qui est la dernière, informer les parties concernées. On a eu un cas, à l'affaire Genève, il y a quelques mois de ça, d'une société tiers qui a été piratée. Et puis, cette société tiers travaillait étroitement en collaboration avec une autre société, et en fait, on ne l'a pas su tout de suite. Et c'est cette autre société partenaire qui était en lien, en VPN avec nous. Je n'ai pas hésité un instant à couper les connexions de tout le monde. Mais ça vient parce que je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été informé de ce qui s'est produit, et non seulement de ce qui s'est produit, mais de ce qui avait été mis en place pour résoudre le problème. Et dans la méconnaissance de la situation, moi j'arrête. Alors j'ai arrêté, j'ai pris la décision, ça a duré quelques temps, on s'est mis en relation avec ces sociétés, et puis on a attendu qu'elles nous expliquent quelle était la situation pour ensuite pouvoir rétablir les communications. Bien évidemment, suivez les lois et les réglementations applicables. La LPD et le RGPD, ici en Europe, sont celles qui s'appliquent. Donc, essayez de garantir que vous êtes en conformité pour éviter les poursuites judiciaires. Voilà, j'arrive à la conclusion, et puis vous avez pu constater que je n'ai fait que quelque part que compléter tout ce qui a été dit. Et les éléments que je me suis permis d'intégrer dans cette dernière diapositive sont ceux qui me viennent à l'esprit et qui sont plutôt au niveau gouvernance ou au niveau opérationnel, dont on parle très peu, mais qui sont essentiels. Aujourd'hui, la direction d'une entreprise ne connaît pas, surtout pour les petites, ce que c'est la gestion des risques. Et d'ailleurs, on ne nous invite pas en tant que spécialistes à participer à leur conseil de direction pour leur expliquer. En fait, ils prennent des décisions et je pense que parfois, il serait utile de faire participer des experts pour leur expliquer quelles sont les menaces, pour qu'ils prennent connaissance et qu'ils puissent mettre en place une gestion des risques. Parce que parler de la gestion des risques, surtout quand on ne connaît pas, c'est « oulala, on ne va pas rentrer là-dedans ». Mais si, ce n'est pas « oulala », c'est qu'il faut le faire, notamment pour la gestion des menaces numériques, c'est absolument nécessaire. Pourquoi? Pour garantir ce qu'on appelle la continuité des activités, parce que si vous ne garantissez pas la continuité des activités, vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous ne proposez plus de services, tout est coupé. Pendant combien de temps? Alors, si vous êtes une entreprise spécialisée, animez des séances permettant d'ancrer la culture du risque dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez apporter, évidemment. Apportez votre expertise aussi
permettant la mise en place d'un plan de continuité des activités. Puis, en cas des situations de crise, vous les accompagnez. Donc, vous voyez, il y a des services que vous pouvez offrir à toute entreprise petite qui n'a pas la structure et la capacité d'avoir des personnes spécialisées, mais là, il y a du service à proposer. Pour les filtrages d'emails, je dis ça, je ne dis rien, étudier les outils de sandbox. Parce que des solutions, il y en a autant qu'on veut, mais elles arrivent parfois trop tard. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de ça, on m'avait même proposé un antivirus qui était capable, après infection, de rétablir les fichiers corrompus. Et je n'ai pas voulu de ça. Pour moi, c'est trop tard. Alors évidemment qu'on me garantit que ça marche, et que... non, je n'y crois pas. Vous devez éviter la menace en la laissant le plus loin possible de l'objectif qui est dans la boîte mail de l'utilisateur. Et pour cela, vous avez des systèmes de sandbox qui sont capables donc de recevoir les mails, d'analyser le contenu, et puis, si toutefois il y a des communications qui se produisent, puisque la machine est capable de détecter ça, à partir de là, la sandbox fait son jeu et puis bloque les systèmes qui, pour lui, les mails, sont compromis. Un élément essentiel dont on parle rarement, c'est l'organisation de la collecte des historiques, les logs, comme on dit. Alors moi, je pose vraiment la question, mais je pense que j'ai affaire à des spécialistes aussi. Faites-vous systématiquement des sauvegardes des logs des machines? Est-ce que ces logs même, pour éviter, parce que les pirates ne sont pas idiots, ils savent que vous avez activé les logs et donc ils vont effacer le contenu. Enfin, ces fichiers, vous pourriez, au niveau des droits, bloquer l'effacement du contenu. Ça fait partie des choses que vous devez mettre en place. En tout cas, gardez ça à l'esprit. Vous devez donc garder les historiques de toutes les machines, serveurs, clients, routeurs, switch, firewall, et les stocker pendant plusieurs mois. Alors, vous me direz, oui, mais ça fait des gigas, des terras de données. Oui, et alors? Combien coûte aujourd'hui un téra d'information au niveau capacité de stockage par rapport à ce que ça peut vous apporter? Si un pirate éthique vient sur une situation dans laquelle il faut régler un problème, il va vous demander des historiques. Est-ce que vous les aurez? Est-ce que vous serez capable de les fournir rapidement d'ailleurs? Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et puis, un élément que j'ai intégré en dernier parce que je l'avais oublié, et je m'en excuse, c'est les assurances. On en a parlé, on en a fait même un événement là-dessus. Vérifiez s'il est possible d'assurer le risque spécifique auquel vous êtes confronté par un assuré. Je ne dis pas que ça se fait systématiquement. Je sais aussi qu'aujourd'hui, les assureurs ne sont pas tout à fait d'accord de garantir la menace numérique, le ransomware en l'occurrence, parce que de toute façon, c'est un pari sans fond. Mais enfin, dans l'analyse que vous allez faire, vous devez intégrer aussi les questions qui seront posées aux assureurs. Et dernière diapositive, c'est celle dans laquelle on n'arrive pas à lire le contenu, mais c'est le mid-map de début qui a été donc déployé pour voir le contenu de ce qui est présenté ce soir, donc dans les 24 diapositives précédentes. Voilà, je crois que je n'ai fini, et j'ai même respecté le temps, ça fait 30 minutes. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette gestion du temps et pour les présentations. Oui, je rappelle qu'effectivement, toutes les présentations écrites qui vous ont été soumises seront à votre disposition. Moi, je propose à nos 3 conférenciers de revenir en ligne. Ce que je me vois dans l'obligation de dire, c'est que pendant que M. Diez présentait, faisait sa présentation, il y a eu un débat parallèle écrit qui s'est déroulé sous nos yeux et qui a permis aussi bien à M. Leperlier qu'à M. Voilà, tous les deux, qu'à Karim de répondre à un certain nombre de questions. Je propose qu'on les reprenne parce que tout le monde les a pas forcément
reprise. Alors, voilà, il y avait une question qui me paraissait, d'autres sont plus techniques, hein, c'est de savoir est-ce qu'il faut prendre plus ceci ou cela, mais quels sont les moyens pour savoir le moment où de l'intrusion afin d'éviter de se retrouver dans la même situation après une restauration de données. Je vois qu'on hoche de la tête, Monsieur Le Perlier, qu'en pensez-vous? Oui, en effet, je crois que c'est Karim qui a répondu dans le chat. L'idée, c'est que pour trouver le moment où l'attaquant est rentré, on va regarder dans les logs, on va chercher ce que Karim y met aussi, donc des indicateurs de compromission. On va chercher, en fait, on va chercher ces traces et se dire, bon, bah, on a vu, il a exploité une vulnérabilité à ce moment-là, on a les traces dans les logs et donc on va dire la personne a cliqué à ce moment-là, on a vu l'exécution sur le système et il a fait ça à ce moment-là. Et c'est avec ces indicateurs de compromission, ces traces, ces logs dans le pare-feu ou bien sur les équipements qu'on va réussir à faire ça. Malheureusement, il arrive des cas et Karim pourra en parler, où quand on arrive sur les lieux après le drame, on va dire, il n'y a pas assez de logs pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc ça arrive des fois, ou comme je l'ai dit dans ma présentation, les logs sont là, mais pas en nombre suffisant, en tout cas pas gardés assez longtemps, de sorte que si, comme il arrive bien souvent, les attaquants sont rentrés il y a fort longtemps dans le système, eh bien, on n'a pas de trace de ça. Et donc, et je vais finir là-dessus très rapidement, le problème, c'est que quand vous allez gérer cette crise, et je pense que c'est Raoul qui disait ça, hein, c'est un choc psychologique pour tout le monde, c'est très violent. Vous aurez en plus la pression de votre management et du patron de la société qui va vous dire restaurez, il faut qu'on recommence à travailler, il faut qu'on recommence à travailler. Et vous allez leur dire du calme, je cherche le moment où il est rentré, parce que ça ne sert à rien que je restaure. Alors que voilà. Donc ça va être un choc psychologique, ça va être très compliqué à vivre, mais c'est à ça qu'il faut se préparer. Oui, parce qu'en fait, les deux personnes ne sont pas dans le même calendrier, hein. Exactement. Il y a le calendrier tout de suite, carpe diem, il faut repartir, et il y a l'autre calendrier qui dit, mais ça a démarré quand, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Karim, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai vu que vous avez répondu aussi, hein, vous êtes intervenu après. Oui, j'ai essayé de ne pas être trop discourtois, donc de rester à l'écoute de Raoul tout en même temps en répondant, mais c'est assez intéressant parce que ça a fusé très Oui, j'ai rapidement. vu. C'est toujours intéressant, mais je pense qu'il y a pas mal de geeks dans ce petit forum-là, Teams, dans ce chat. Et c'est très intéressant et ça fait toujours plaisir. Oui, je dirais, je reprendrai une intervention de Yacine, qui à très juste titre a spécifié un de mes propos en disant oui, effectivement, il faut que les logs puissent être disponibles de manière externalisée. Et c'est très important en fait qu'il ait souligné ça. Pourquoi? Parce que si vous êtes sujet à un terrain compromis, vos serveurs sont compromis, potentiellement l'attaquant est là, comme le disait Gabriel, à juste titre depuis longtemps, donc c'est pas sûr que vous ayez une donnée déjà disponible, et quand bien même elle est disponible, elle n'est pas forcément, elle n'a plus de véracité, du coup, parce qu'on la met, elle a un très fort taux de suspicion, dès lors on va restaurer une date où l'assaillant, l'attaquant, était déjà là. Donc il peut même modifier, voire altérer, supprimer des lignes dans les logs. Et c'est très important, ce qu'a rappelé d'ailleurs, ce qu'a dit Raoul en enfonçant le clou sur cette partie. Il faut songer à la déconnexion finalement de données qu'on a pu rapatrier. Et les logs en font partie, parce que finalement tout le monde n'a pas le luxe de sauvegarder des logs, surtout quand il y en a quelques terras, ça peut arriver, hein, dans des très grands organismes, on parle de téraoctets de logs. Moi, je dirais que l'externalisation de la donnée pour éviter de fouiller des indices de compromission dans les couches très basses du système de stockage quand on fait du forensic, donc de la recherche d'indices de compromission, il est important d'avoir ces systèmes assez légers qui puissent récupérer de la donnée et qu'on puisse les déconnecter, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, avec parcimonie, un système d'écluse, surtout pas de faire rentrer, mais de faire sortir les données qui sont nécessaires à l'investigation qui se passera a posteriori. Et j'en profite aussi pour mettre une petite couche de rappel pour dire que c'est effectivement dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats avec les meilleures sauces. La sauvegarde par bande
j'en suis fan. Je crois que j'ai été même élevé, éduqué à travers les bandes. Et ça a commencé très tôt avec des lecteurs iOmega, et même avant ça avec des périphériques obscurs connectés en SCSI. La bande et le lecteur de bande LTO sont revenus à la mode. D'ailleurs, on voit les revendeurs, dont la société Dell, qui enregistre des ventes records entre 2021 et 2022. C'est juste incroyable. C'est revenu à la mode parce que c'est un des rares moyens où vous pouvez, en plus du fameux lecteur USB ou du disque avec connectivité USB, USB 3 ou pour les plus anciens FireWire et encore plus anciens CSI, mais les disques que vous pouviez exporter, en fait, le LTO va pouvoir concentrer un très large contenu, finalement, parce qu'on peut monter jusqu'à 18 Tera compressé. Ça veut dire que l'origine, avec un ratio 2 ou 3, vous imaginez la capacité que vous pouvez emmagasiner dans une seule bande, dans une seule cartouche. Et ces données-là, si vous avez... Il y a des sociétés comme... pas citer Iron Mountain ou d'autres, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées, qui viennent, c'est-à-dire comme le livreur de lait, au lieu de venir avec sa caisse de lait, en fait, il va venir avec des caisses de cartouches à recycler, à changer, à réintégrer chez vous. Et en échange, il prend les bandes les plus fraîches, les plus récentes que vous allez externaliser. Et un coffre en banque, effectivement, ça ne coûte pas très cher. On parle de l'ordre de 500 francs pour les starting price. Mais pour 500 francs par an, vous avez un emplacement à la banque qui vous permet d'y stocker au chaud toutes les données critiques et sensibles de l'entreprise. Donc finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça l'a porté tout le monde, ça l'a porté toutes les bourses véritablement, et ça peut vous rapporter gros, entre guillemets, ou en tout cas, faire en sorte que vous dormiez mieux, parce que vous pouvez revenir à la normale dans des délais beaucoup plus rapides que naturellement si vous aviez tout perdu ou si vous étiez assujetti au paiement de la rançon. Ce que l'on déconseille au passage. Ok, donc vous n'êtes même pas vintage, quoi. Vous êtes vraiment up-to-date. C'est bien, en proposant ça, c'est parfait. J'ai vu qu'il y a eu là toute une discussion autour du gestionnaire de mots de passe. Vous avez, voilà, il y a des allers-retours. Est-ce que ça suscite une intervention encore de la part de l'un ou l'autre, ou bien vous considérez avoir répondu à ce point-là? En fait, pour résumer, je Gabriel. dirais que le gestionnaire de mots de passe est une bonne pratique. Encore faut-il que le gestionnaire de mots de passe ne soit pas lui-même la vulnérabilité. On parlait Ouais, de ça, oui, LastPass, vous le mentionnez, oui. on parlait de LastPass qui s'est fait hacker plusieurs fois. Ouais. Et j'aime bien la réflexion de Karim qui disait moi, j'écris sur du papier. C'est ce que je dis aussi souvent. Je lui ai dit ça dépend contre qui vous vous battez. Écrire un mot de passe sur un post-it, on dit toujours dans les formations, dans les sensibilisations, que le mot de passe sur le post-it, c'est pas une bonne pratique. Mais le hacker à l'autre bout du monde, il ne pourra pas lire votre post-it. Donc, ça dépend contre qui vous vous battez, quoi. Voilà. C'est-à-dire, là, il faut justement ne pas faire comme une chaîne de télé qui avait le post-it derrière le présentateur et Voilà. avec le mot de passe, et après, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Oui, voilà. C'est tellement, on rencontre ça tellement souvent, et en fait, c'est pas bien de le montrer du doigt ou même de se moquer, mais je peux pas m'empêcher à chaque fois de dire que le travail est encore très long quand on a encore affaire à ça, et notamment en 2023, on peut se balader dans des environnements. Les gens, en fait, on peut pas leur en vouloir parce que on ne les a pas suffisamment sensibilisés. C'est vraiment une question de sécurité publique. J'allais dire, de la même manière dont on se préoccupe de la route et de faire attention sur la route, je me demande s'il ne va pas falloir demain un permis. C'est tellement sensible, ça régit toutes nos vies professionnelles, personnelles. Je crois qu'il n'y a personne qui se balade dans sa poche sans un smartphone, à quelques exceptions près. Oui, je pense que c'est suffisamment trop important pour ne pas faire ce travail inlassablement de sensibilisation, parce qu'on est tous concernés, vraiment de 7 à 77 ans, tout le monde est dans ce train, et si on veut arriver à bon port et correctement, effectivement, il faut continuer à sensibiliser. Je rebondirai juste sur un message de Sacha, qui parle en plus du gestionnaire de mot de passe, de sécuriser les accès avec des facteurs multiples. Effectivement, on n'en a pas suffisamment parlé, mais j'ai une petite clé, justement, j'en ai une dans les mains, là, une petite clé, hein, je vais enlever la marque. Bon, tout le monde a reconnu, mais cette clé qui se broche en USB-C, en USB-A, pardon, j'ai pas l'autre côté USB-C, mais j'aurais pu en prendre une autre. Elle a aussi
le signe, le petit logo des 3 petites ondes, je ne crois pas qu'on le voit très bien, au-dessus du Y. Et donc, elle est compatible NFC. Donc, ça veut dire que je peux effectivement utiliser mon téléphone et faire la double authentification sur le lecteur NFC de l'appareil. Et ça permet effectivement assez facilement, et ça coûte effectivement pas très cher, en tout cas à l'échelle d'une entreprise, de pouvoir renforcer drastiquement avec toute la technologie de cryptographie et de chiffrement via le certificat, le mot de passe traditionnel qui est encore aujourd'hui trop poreux, trop compliqué à faire entrer dans les mentalités qu'il a la nécessité de changer, comme on change régulièrement d'habits, que sais-je, de brosse à dents. Bon, le mot de passe, c'est pareil, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple, je n'ai pas bossé sur le sujet pour vous donner une image de la fréquence à laquelle il faudrait le changer, mais plus ça va, plus on va vers une stratégie de passwordless, donc d'absence de password, et on va arriver à cumuler plusieurs facteurs comme la biométrie, finalement les procédés de calcul du cadre spatio-temporel par rapport à où vous vous trouvez potentiellement. Est-ce que l'intelligence qui va gérer l'authentification et la gestion des identités va comprendre que c'est vraiment un humain, qu'il est vraiment là, et que vous n'êtes pas connecté à 2 endroits en même temps ou par 2 biais différents simultanément et sur plusieurs machines différentes. Donc typiquement, la gestion des identités, simplement argumenter et expliquer, vulgariser pour le commun des mortels, je pense que ouais, ce genre de petites clés vont se démocratiser dans le temps. Oui, largement. Merci. Pour continuer, il y a l'affaire LastPass qui suscite un certain nombre de questions, dont une qui est: est-ce que les coffres des clients ont été piratés? Pouvez-vous répondre? C'est mentionné, il y a 2 personnes qui interviennent sur LastPass. Est-ce que les coffres ont été piratés? Ça, c'est une des premières questions. Et puis, vous en avez une autre un peu plus bas. Lire le blog. Ah bon, ici, il signale. Ouais. Lire le blog de LastPass pour les détails. Voilà. Je pense qu'on peut trouver réponse avec. Oui, alors je n'ai pas souvenir en fait si tous les coffres-forts ont été piratés, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui faisait la remarque que cette société, cette solution a été piratée plusieurs fois en peu de temps. Donc rien que ça, rien que par on va dire pure analyse de risque, je dirais, moi j'irai pas quoi. Voilà. Alors, on a fait un boulot avec Cheo Technologies de faire le post-mortem des différents incidents chez LastPass. On a essayé de contacter l'équipe technique, en tout cas ceux qui voulaient bien répondre sur les canaux, en tout cas sur le Discord qu'ils avaient ouvert très temporairement, très momentanément. Et les informations qu'on a eues et les échanges qu'on a eus et surtout les leaks qu'on a pu obtenir. Alors, selon les pays, on est plus ou moins autorisé à mettre les mains dedans ou pas. En France, clairement pas. Et d'ailleurs, on a déjà été retoqué par des services de l'État français. Clairement par la gendarmerie qui nous a dit là, c'est border. Et enfin, étant donné ce que vous allez trouver dedans, effectivement, sur le territoire français, en tout cas, vous ne serez pas habilité à diligenter de telles investigations. Mais on a vu que finalement, la techno de chiffrement utilisée par LastPass est chaotique. Enfin, d'ailleurs, on a rarement vu ça. On est en dessous de la ES 256, donc c'est vous dire que avec quelques cartes graphiques et un peu de patience, on commence déjà à obtenir pas mal de données, dont la potentielle, ce qu'ils appellent la master key. Clairement, c'est le mot de passe maître qui vous permet justement d'être utilisé. Ce mot de passe va être utilisé pour chiffrer le contenu qu'il y a derrière. C'est assez flippant de voir qu'une société qui est spécialisée. J'évite de tirer sur l'ambulance et franchement, ils sont déjà mal en point. Je ne vais pas les achever en plus par des annonces fallacieuses, mais je trouve que c'est très fort de café de vendre un service très cher avec finalement des technologies de sécurisation de la donnée aussi rudimentaires. Et c'est en ça que LastPass s'est fait taper tout court, mais s'est fait taper sur les doigts par toute la communauté cyber internationale parce qu'elle a failli à son devoir, ne serait-ce que de vendre un produit acceptable. Le produit en lui-même n'était pas bon. Et derrière leur exposition, je pense qu'ils sont fait avoir par de l'ingénierie sociale. Ça, ils refusent de le dire. Ils disent que... non, pardon, c'est le contraire. Ils disent qu'ils sont fait avoir par une vulnérabilité qui était, il me semble, sur du XSS.
et qu'au final, moi, je pense que c'est plutôt de l'ingénierie sociale qui a eu raison d'eux. Et on a quelques preuves en fait de ça. Donc, on ne rentre pas on n'aura pas plus de détails. On ne veut pas, surtout en Suisse, avoir une plainte de la part de nos amis de l'ASPAS, mais on leur souhaite bon courage. C'est une société qui a sorti un produit qui était sexy, qui était beau et qui remplaçait finalement ce qu'on avait on-prem, donc sur nos machines. Mais au final, moi, je déconseille de toute façon l'autocomplétion des mots de passe avec pratiquement toutes les technos qu'on trouve, à l'exception de certaines, comme notamment, on a pu en parler tout à l'heure de Bitwarden. Bon, voilà, je ne vais pas faire de pub non plus, mais KeePass, c'est très bien. Il faut faire attention aux CVE qui tournent autour de KeePass. D'ailleurs, les patrons de KeePass, enfin, le développeur principal de KeePass estime que ce n'est pas une CVE. Il la conteste en tant que CVE parce qu'il dit que dès lors où vous avez accès à la machine, c'est déjà que c'est largement compromis. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche parce que je peux être dans l'entreprise, avoir potentiellement de près ou de loin accès à cette machine sans pour autant être un assaillant. Donc, si je vois traîner dans un répertoire, effectivement, ce serait complètement débile de la part de celui qui fait ça, mais laisser traîner un KDBX, donc un fichier le fichier qui fait office de base de données des mots de passe traîner sur un réseau, c'est mal de faire ça, mais ça peut arriver, et je l'ai déjà vu. Et dans des cas de force majeure, des fois, on n'a pas trop le choix que de le partager avec des ACL, avec des autorisations dépendant de Windows, hein, d'un serveur Windows, d'un serveur de fichiers, et ça reste un cas de figure quand même acceptable au sein de l'entreprise. Alors, il y en a qui vont contester, il y en a qui vont dire oui, non, mais bon, après, il faut de la productivité. La sécurité à outrance, à un moment donné, c'est contestable par les us et coutumes et les pratiques de l'entreprise. Donc, je dirais oui, KeePass est un très bon gestionnaire de mots de passe quand il est correctement utilisé. Voilà. Ça a le mérite d'être dit. Voilà. Alors, il y a une question plus pratique. Est-il nécessaire, pertinent pour une petite équipe de sécurité d'avoir un service de piquet 24 heures et 7 jours afin de pouvoir réagir en cas d'attaque, week-end ou nuit? Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai un peu répondu. Pour moi, il faut répondre à deux questions. Un, est-ce que le business de votre entreprise le mérite? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a une attaque qui se passe le soir, le week-end, c'est grave pour la société et que vous avez les moyens de le faire? Et deux, si quand bien même vous payez ce service, est-ce que vous aurez quelqu'un pour réagir? Parce que c'est pas tout d'avoir l'alerte à 2 heures du matin le samedi. Si personne ne reçoit l'alerte et que personne n'est en mesure d'intervenir, bon. Voilà. Mais je dirais que la réponse à la question, c'est plutôt ça. Bien entendu, si vous avez les moyens d'intervenir et que le business de votre entreprise le nécessite, ben oui, ce serait bien d'avoir une alerte 24/7, y compris le week-end. OK. Je sais. Merci beaucoup. Je déroule encore il y a plusieurs questions sur les mots de passe quand même, hein. Voilà, vous indiquez, Karim, que vous avez un classeur, des feuilles, voilà, ça on l'a déjà abordé. Le password manager, voilà, là aussi. Je vois que là, alors ça a animé les conversations hein, sur tout ce qui concerne cet élément-là. Je déroule encore. Est-ce que M. Diez voulait aussi également intervenir, reprendre certains points? Je ne l'ai plus en ligne. Oui, alors, en fait, toujours le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, on dit. Hein, donc, c'est-à-dire il y a eu une coupure des réseaux et puis voilà. Ah oui, on a, à un moment donné, oui, vous étiez souvent interrompu, c'est vrai, ouais. Ouais, donc, et en plus, je me suis connecté, mais je vous voyais, mais j'entendais rien. Donc, autant dire que c'est un peu dommage. Et j'ai vu passer quelques éléments concernant les mots de passe et j'ai cru comprendre qu'il y a eu un grand débat là-dessus. Et la problématique des mots de passe est large, puis je ne sais pas ce qui a été dit ou pas finalement, peut-être je vais répéter ce qui a été dit, mais c'est passer des mots de passe aujourd'hui, c'est peut-être possible, mais en l'occurrence, on pourrait imaginer de les garder, mais en mettant en place au moins un double facteur. Il est impensable aujourd'hui de faire une connexion de type VPN sans avoir un double facteur mis en place. Je n'ose même pas imaginer. Et je le dis avec beaucoup d'emphase parce que c'est des choses qu'on doit désormais éviter. Plus question de se connecter à distance sur un réseau quelconque sans avoir une double authentification, s'il vous plaît. Donc, à partir de là, les politiques internes pourraient partir de l'idée, du principe qu'on change les mots de passe régulièrement dans l'entreprise, pourquoi pas,
Il y a des mécanismes qui permettent aussi d'éviter, de changer les mots de passe et d'émettre des mots de passe complexes, mais ça passe par des certificats ou des mécanismes de biométrie. Ça existe, il faut le savoir. Et puis, j'ai vu passer un message sur les FIDO, les clés FIDO. C'est aussi une solution. Aujourd'hui, on a même étudié la possibilité d'utiliser des clés FIDO 2. Et si mes souvenirs sont bons, les clés FIDO 2 vous envoient systématiquement sur Azure pour vous authentifier sur le réseau de Microsoft. Il y a possibilité de court-circuiter ça, mais sur le principe, et je serais tenté de dire que si vous pouvez garder les connexions et les authentifications locales, à moins que vous ayez une politique to cloud, bah, je laisserai ça en local. Oui, on peut cumuler, on peut adosser à l'AD des logiciels comme Hotlight, qui en plus sont, vous voyez, enfin, on peut l'utiliser gratuitement, mais on peut élargir ça dans des spectres beaucoup plus larges, et donc rajouter des groupes de sécurité de l'AD afin que ça force sur la GPO qui va descendre sur les postes de travail, voire sur les serveurs pour l'administration, on peut lui dire d'utiliser du FIDO2. Et il y a des Okay. J'utilise un autre truc, moi, un petit gadget comme ça qui est intéressant, c'est Eternal qui fait ça. Je vois. Ça s'appelle BeamU. Et en fait, là, il y a de la biométrie, donc je peux y mettre mon doigt. Ici, j'ai un petit afficheur qui est d'ailleurs alimenté avec une petite pile qui est très simple, hein. Donc, c'est vraiment au format carte de crédit. Donc, j'ai de la biométrie, j'ai une smart card, il y a du NFC là-dedans, et il y a même du stockage. Donc, ça sert aussi de stockage chiffré pour mettre des données véritablement sensibles que je réplique aussi via un cloud où les données sont chiffrées de base. Donc, même si c'est récupéré par un assaillant, à moins qu'il récupère ma clé privée, effectivement, il ne pourra pas il pourra pas découvrir la donnée. Tellement la clé permet justement de ralentir sa découverte, même avec du brute force. Il nous faudrait quand même quelques milliers d'années. Donc, il y a énormément de moyens locaux, comme adossés sur le cloud, mais dans les deux cas, le double facteur avec du FIDO2 est largement possible dans les deux cas, oui, pour répondre à cette question. Magnifique. Merci beaucoup. Je crois que nous avons, me semble-t-il, abordé toutes les questions ou remarques. Les coffres ont été reproposés. Je rappelle effectivement, puisque la question est posée, si les présentations sont à votre disposition ainsi que la vidéo. Je rappelle que oui, la vidéo est enregistrée, qu'ensuite vous avez la possibilité d'y avoir accès. Est-ce que j'ai oublié l'une ou l'autre des remarques? Il ne me semble pas. De toute façon, vous avez répondu, messieurs, par écrit à nombre des questions. On arriverait au terme de notre rencontre. Avez-vous encore un élément que l'un ou l'autre aimerait mentionner parce que ça vous brûle la bouche, la langue, ou je ne sais pas, et vous vous dites, je dois encore absolument dire ça. Je vous en prie. Je Monsieur profite. Diez. Je vous prends une minute alors. Hein, donc Oui, la dernière minute. Voilà. Puisque j'ai été coupé, je me venge. Allez-y. Et j'ai fait une présentation il y a quelques mois de ça dans un événement sur la sécurité globale. Et il y avait 350 personnes dans l'auditorium. Et puis, dans la discussion, je me suis permis de parler de Roll, donc de la commune de Roll qui a été piratée il y a quelques temps de ça. Et je l'ai utilisé comme exemple. Le moment des questions arrive, et puis voilà qu'au fond de l'auditorium, il y a une main qui se lève et puis qui dit, eh ben voilà, je fais partie de la commune de Roll. Bon, ok, d'accord. Et il dit, vous ne vous rendez pas compte de l'impact social d'un ransomware dans une entreprise. Et là, et moi-même, j'étais surpris, mais il faut l'entendre, et c'est pour ça que je me permets de prendre quelques instants pour en parler. Il y a un impact très grave autour des personnes. Déjà, les personnes concernées directement, celle qui a ouvert éventuellement le mail, et donc personne ne dira rien, mais tout le monde va savoir qui c'est. Les burn-out, ou les dépressions, ou les démissions, ou bref. Donc, sortons du périmètre du possible technique et pensons à l'être humain. Rien, ça ne serait-ce que pour ça, il faut éviter que ça arrive.
Voilà. Je vous remercie. Monsieur Lamouri, avez-vous quelque chose, à part le pouce levé, avez-vous autre chose encore que vous aimeriez indiquer? Oui, je peux lever le pouce. Je peux lever un petit objet qui va parler peut-être à certaines personnes dans le chat, peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques tests aux abords de l'entreprise, à copier quelques badges NFC pour voir si vous êtes des mots. Ah, ça réagit. Yes, des mots. Alors, il y a pas mal de trucs à faire avec ce petit couteau suisse. C'est surnommé le Tamagotchi du hacker. Effectivement, on peut faire pas mal de choses. Il y a de l'infrarouge, il y a du NFC, il y a des fréquences en dessous de 1000 méga, d'1 GHz. On peut ouvrir des trappes de recharge électrique de Tesla, ce genre de petit amusement. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, en fait. On peut dupliquer un badge avec des puces MIFARE ou un peu plus perfectionné. On peut la transformer en ce que je vous parlais tout à l'heure, un rubber ducky, à savoir transformer cet objet en une clé USB qui va aller récupérer des infos ou qui va aller même, typiquement, je pourrais faire tourner un ransomware là-dedans, l'injecter et le faire tourner ou bypasser les protections d'un ordinateur. Enfin, c'est vraiment une machine de guerre. Et là, les petits picots que vous voyez ici, en fait, on peut y mettre une carte. C'est vraiment comme une petite carte mère avec toutes les capacités finalement de Wi-Fi qui ne sont pas embarquées là-dedans, parce que le Wi-Fi n'est pas embarqué là-dedans. Et je peux rendre ça connectable déjà à Internet en me connectant à un point d'accès, mais surtout, je peux émuler un point d'accès et faire les techniques dont je parlais tout à l'heure, de désauthentifier, enfin désarrimer d'un Wi-Fi, leur faire croire qu'il faut qu'ils se connectent là-dessus, récupérer les identifiants et ensuite jouer les identifiants quand je reviendrai un autre jour au calme, quand j'aurai analysé tout ça. Et j'aurais peut-être fait un peu d'OSINT avec les informations que j'aurais récupérées. Donc, effectivement, c'est un petit truc très sympa. Alors, je vois des questions qui arrivent. Oui, bah, évidemment, ils aimeraient tous savoir ce que c'est. Franchement, là, je pense qu'on ouvre la boîte de Pandore. Mais Alors, bon. Smarty, c'est pas un HackerF. Un HackerF, c'est un peu plus balèze que ça. On dépasse largement les 1000 MHz, en tout cas le gigahertz. Et les potentiels sont là, on peut complètement faire de l'IMSI catcher et aller beaucoup plus loin en fait dans la zone de néfasterie. C'était juste pour vous réveiller un peu dans le chat, mais je vois que ça marche bien. Écoutez, ça pourra certainement susciter un autre 5 à 7, si je peux me permettre. Ça va donner des idées. Puis, je remercie aussi Gabriel Leperlier qui indique effectivement qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, se préparer, faire des exercices de crise, a un impact certain sur le temps. Ça, c'est tout à fait vrai. On reprend ça d'ailleurs en mars, dans le prochain événement 5 à 7 que nous aurons en mars. On veut montrer justement comment les choses se passent. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais encore indiquer sur les sujets qui viendront dans les prochains mois. Écoutez, je crois que là, on arrive au terme de notre événement. Je vois en tout cas que vous avez suscité, messieurs, énormément de questions, de présence. Tout le monde est resté du début à la fin. Je tiens à remercier en tout cas, je vous remercie tous les trois pour la qualité de vos présentations qui montrent bien qu'on n'est pas encore au bout de nos peines et que tout un chacun devrait se sentir concerné par le geste qu'il fait dès le moment où il allume son ordinateur ou son téléphone. Bref, et que là, il y a effectivement un certain nombre de choses à mettre en place. Mais je vous propose qu'on revienne sur ce sujet en d'autres temps. Ça méritera d'être repris parce que je pense qu'il y a encore énormément comment dirais-je, d'éléments importants à mettre en place. Je remercie, regardez, vous êtes remerciés par tous. Ça défile, il y a des smileys, il y a tout ce qu'on veut. Vous avez un fans club assidu. C'est parfait. Nous sommes ravis d'avoir eu tout ce monde durant ces 2 heures. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au plaisir de vous revoir pour un autre événement. Très belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.